Alors on va commencer pour se laisser le plus de temps possible ensuite pour le débat, les échanges avec vous, avec la salle. On a jusqu'à 15h30 ensemble. On est ravis que vous soyez aussi nombreuses et nombreux. Pour cette conférence débat, qui est une conférence stratégique, placée dans le parcours stratégie, assez théorique, mais une réflexion sur la conquête du pouvoir, donc comment conquérir le pouvoir. On avait pensé à d'autres titres un peu provocateurs ou évocateurs sur est-ce que l'AFI est de gauche, est-ce que l'AFI peut prendre le pouvoir. Bon, c'est ce type de questions qu'on va traiter ensemble aujourd'hui, en repartant évidemment du bilan de la campagne présidentielle. Puisque c'est notre force politique, elle a été créée pour la campagne présidentielle en 2016, avec un moment de bouleversement, on va dire, assez important du paysage politique, avec évidemment la force de l'extrême droite, mais aussi l'arrivée de Macron à ce moment-là, la déroute des partis dits traditionnels PS-LR, et puis donc la création de la France insoumise. C'est ce contexte-là qui est notre point de départ, le point de départ de la réflexion. Et cette conférence, elle a vocation à questionner 2 ans plus tard, où est-ce qu'on en est, quelle est la situation politique dans laquelle nous sommes, comment a évolué notre stratégie de conquête du pouvoir, avec quels éléments on doit faire aujourd'hui, et puis quelle stratégie on peut déployer en s'appuyant sur des analyses plus récentes des dernières conquêtes, enfin des dernières batailles électorales, on va dire. J'ai à mes côtés 2 intervenants qui vont avoir des propos qui sont intéressants parce que vous avez une double position tous les deux, je dirais, puisque vous êtes à la fois analyste du fait politique par vos fonctions et à la fois membres et acteurs de notre univers politique. Rémi Lefebvre, donc, qui est professeur de sciences politiques, qui enseigne notamment à l'Université de Lille, spécialiste des partis politiques et notamment du Parti socialiste, et donc tu travailles aujourd'hui sur la France insoumise. Par ailleurs, membre du Parti socialiste à l'époque et aujourd'hui de GRS. Donc tu n'es plus au Parti socialiste. Et puis Lenny Benbara, donc fondateur et directeur de la publication Du Vent se lève, qui est un média en ligne que vous connaissez sans doute, qui est par ailleurs proche, on va dire, de nos idées. Et tu es analyste du fait politique et notamment des mouvements populistes en Europe, de l'Espagne, mais aussi évidemment en France, de la situation en France. Et puis pour ma part, je m'appelle Clémence Guettet, je suis la secrétaire générale du groupe parlementaire de la France insoumise à l'Assemblée nationale. Je m'appuierai sur cette expérience-là pour mon propos, et par ailleurs co-animatrice de l'espace du programme de la France insoumise, sur lequel je travaillais déjà au moment de la campagne présidentielle. Je vais tout de suite te laisser la parole. On va faire 3 interventions successives en se répondant les uns les autres et puis en laissant le plus de temps possible pour échanger avec vous sur cette vaste question. Donc je te laisse la parole, Rémi. Merci Clémence, bonjour à tous, je suis très heureux d'être là et merci beaucoup pour l'invitation, me donner l'occasion de discuter avec vous. Je vais peut-être un peu préciser, en complément de ce qu'a dit Clémence, le point de vue d'où je parle, le double point de vue, alors qui va être essentiellement quand même un point de vue aujourd'hui universitaire, de spécialiste des partis, donc quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le Parti socialiste, tout en étant membre du parti à la gauche du parti, qui l'a quitté donc il y a 1 an, et donc qui a quitté le Parti socialiste avec Emmanuel Morel et Marie-Noëlle Lienemann qui sont dans la salle, et donc qui était donc la GRS, qui était alliée de la France insoumise lors des dernières élections européennes. Et donc effectivement, je m'intéresse beaucoup aux transformations des partis politiques, et je travaille depuis quelques mois à une comparaison qui va peut-être vous surprendre, mais qui me semble pertinente. Moins fort ? Oui, je parle fort.
Donc, j'ai tendance à parler très fort, hein, donc vous allez être saoulés au bout de 10 minutes. C'est bon? Un peu moins fort, ça gueule un peu moins? Donc, depuis quelques mois, j'ai un nouveau terrain de recherche. Je travaille à une comparaison entre la France Insoumise et la République En Marche. Alors, comparaison qui peut vous paraître étonnante, mais je fais cette comparaison du point de vue de l'organisation. Hein, c'est-à-dire que l'idée, c'est de réfléchir aux nouvelles manières de faire partie. Et ça peut vous sembler étonnant, mais il y a quand même quelques points communs entre la République En Marche et la France Insoumise, du point de vue du rôle d'Internet, de la personnalisation politique, de la démocratie interne, de la structuration territoriale. C'est-à-dire dans les deux cas, il y a une volonté de ne pas faire partie, de ne pas être un parti, de ne pas reproduire ce qu'était le Parti socialiste, dont beaucoup des cadres des deux organisations sont issus. Mais je ne vais pas vraiment vous parler de ça aujourd'hui. L'idée aujourd'hui, donc, c'est de vous parler de vous apporter mon regard un peu critique sur, au fond, le bilan qu'on peut tirer de la stratégie de conquête du pouvoir de la France Insoumise. La première réflexion que je voudrais vous faire, c'est que dans le champ des organisations de gauche, puisque historiquement on peut quand même rattacher la France Insoumise aux organisations de gauche, cette volonté de prendre le pouvoir aussi forte est assez nouvelle. Hein, parce que longtemps, les partis du mouvement ouvrier, la SFIO, le Parti communiste, ne cherchaient pas forcément la conquête du pouvoir. Ils avaient même un rapport au pouvoir qui était assez contrarié. Ils cherchaient le pouvoir local, communisme municipal, socialisme municipal, mais finalement ils avaient peur du pouvoir, parce que le pouvoir c'est toujours une épreuve, et il y avait dans l'histoire du PS un remords du pouvoir, parce qu'il y a l'idée que le pouvoir c'est quelque chose qui est perturbateur de l'identité partisane. Pas du tout, c'est pas du tout ça pour la France Insoumise. La France Insoumise veut le pouvoir de manière très forte, c'est sans arrêt affirmé. Et d'ailleurs, il y a une rhétorique de l'efficacité qui est très marquée à la France Insoumise. On ne perd pas de temps, on va à l'essentiel. Ça a beaucoup d'implications dans le rapport à l'idéologie, par exemple, aux intellectuels, dans la très grande importance de la stratégie, de l'analyse stratégique, puisque ce qu'il faut, c'est le pouvoir très vite. Alors, évidemment, pour de bonnes raisons, hein, l'urgence climatique, la destruction des services publics, mais du coup, effectivement, la perspective de la conquête et de l'exercice du pouvoir structure très fortement cette organisation. Hein, et le pouvoir en particulier présidentiel. C'est-à-dire que la France Insoumise est un parti présidentialisé ou présidentiel, au sens qu'il est vraiment ordonné et structuré par l'obtention d'un trophée, qui est le trophée présidentiel. On le voit très très bien, j'y reviendrai tout à l'heure, les élections locales, les élections européennes, tout ça c'est finalement... Ça n'intéresse pas beaucoup la France Insoumise. Ça les intéresse dans le cadre de l'horizon qui est l'horizon présidentiel. Alors, pour moi, la question de la conquête... Alors, d'abord, avant d'aborder les divers points, je vais situer un petit peu mon analyse. Hein, j'ai été évidemment beaucoup intéressé par les analyses qui ont suivi la défaite des élections européennes. Et moi, je trouve, je vais mettre les pieds dans le plat, je trouve le débat populisme de gauche versus union de la gauche, je le trouve schématique, un peu caricatural, un peu abstrait, un peu irréel. Moi, j'ai une vision plutôt réaliste de la situation de la France Insoumise. C'est un parti qui s'inscrit dans le champ de la gauche, qui est en concurrence avec les partis de gauche, qui doit gagner la bataille du leadership à gauche, et qui en même temps veut s'extraire de la gauche, hein, jugé label, jugé minorisant, cornérisant, et qui cherche finalement à faire les deux. Et pour moi, elle ne peut faire que les deux. C'est-à-dire que pour moi, je ne conçois pas la stratégie de la France Insoumise comme une opposition entre populisme versus union de la gauche. Alors, ça dépend ce qu'on entend par union de la gauche, mais en tout cas, je vois mal comment la France Insoumise, qui est un mouvement de gauche, dont les membres se définissent comme de gauche, qui a une offre politique ancrée à gauche, qui pourtant dénie cette étiquette, jugée infamante, disqualifiante, peu mobilisante, pour moi, elle doit quand même se situer dans le champ de la gauche. Je vais y revenir. Alors pour moi, la question de la conquête du pouvoir, il y a 5 enjeux, il y a 5 piliers. Il y a la question de la stratégie électorale. Quelle stratégie électorale pour la France Insoumise? Comment gagner les élections et l'élection présidentielle? Deuxième question, la question de à qui on s'adresse, qui on mobilise. Donc ça, c'est la question du bloc majoritaire, du sujet historique, du nous. Hein, qui on défend, qui on mobilise, hein, sachant que c'est à la fois un électorat qu'on va chercher, mais aussi un nous qui est un sujet historique.
C'est-à-dire quelle majorité on va porter le changement social. La troisième question, c'est la question de l'organisation. Quel outil organisationnel pour conquérir le pouvoir? Et puis il y a deux autres questions que je n'aborderai pas, mais je crois que Clémence va en parler. C'est la bataille culturelle et médiatique, hein, la contre-hégémonie au libéralisme. Cinquième point, la question de l'offre programmatique et de la crédibilité politique. Bon, donc pour moi, c'est les 5 points qui me semblent extrêmement importants. Alors premier point, la stratégie électorale. Alors je l'ai dit, la France insoumise, c'est un parti étrange, c'est un mouvement étrange parce qu'il veut remettre en cause la Ve République et le primat de l'élection présidentielle, mais il joue par réalisme politique le jeu de cette Ve République et il le joue très fort, puisque c'est un parti, on sera tous d'accord, qui est quand même extrêmement personnalisé autour de Jean-Luc Mélenchon. C'est d'un certain point de vue, on dirait en sciences politiques, une communauté charismatique, c'est-à-dire qu'au fond, il y a quand même un attachement à Jean-Luc Mélenchon. Et ce qui est assez nouveau dans l'histoire des organisations politiques, c'est que cette dimension charismatique est assumée, hein, puisque dans la théorie populiste, il y a l'idée que le leader, le tribun, c'est celui qui unifie les demandes sociales et donc qui va coaguler un certain nombre de demandes. Ça, c'est quand même assez nouveau, c'est l'idée qu'il y a une légitimation de la personnalisation. Alors, c'est à la fois un parti présidentiel, c'est un atout et une faiblesse. Un atout parce qu'effectivement, il y a une personnalité assez exceptionnelle politique, Jean-Luc Mélenchon. Il y a un leadership qui est globalement en interne assez incontesté, mais en même temps, cette stratégie, elle a elle est lourde de conséquences. Tout est ordonné vers l'élection présidentielle, donc c'est un parti... La France Insoumise qui est un parti électoraliste, c'est une machine électorale, et donc le risque évidemment c'est de dévaloriser des aspects qui seraient plus structurels, le travail à long terme, la mise en place d'une contre-société, etc. Tout ça, ça prend énormément de temps, et parfois on a l'impression que la France Insoumise se dit mais non, on n'a pas le temps de faire ça, on n'a pas le temps de faire ça parce qu'il faut gagner l'élection présidentielle. Bon. Ça pose aussi beaucoup de problèmes parce que évidemment quand on concentre toute l'attention sur le leader, quand le leader est impopulaire, la machine est fragilisée. Hein, donc ça, évidemment, c'est un problème. La France Insoumise repose sur Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, dans une démocratie médiatique, il est l'objet d'attaques, il est agonie médiatiquement en permanence. Il a aussi un comportement qui peut prêter à la critique. Et donc, ça affaiblit de fait l'organisation. Bon. Donc, cette élection présidentielle est absolument essentielle et elle a toute une série d'écueils. Alors, deuxième point sur la stratégie, ce qui est très frappant pour un observateur des partis politiques, c'est que finalement, on a l'impression que l'élection présidentielle est l'élection essentielle et que du coup, tous les autres scrutins apparaissent comme subalternes. Et j'ai vraiment l'impression que la France Insoumise est un peu embarrassée par les prochaines élections qui vont arriver. Hein, les élections municipales, les élections régionales, les élections cantonales, qui risquent de faire ressurgir la vieille politique. Hein, la vieille politique des partis, des notabilités que rejette en fait la France Insoumise, mais que la France Insoumise doit affronter. Parce que dans la démocratie d'opinion actuelle, les journalistes, eux, ce qu'ils vont voir dans les élections intermédiaires, c'est évidemment, ils vont produire des verdicts et ils vont dire, voilà, où en est la France Insoumise. On l'a vu très bien au moment des élections européennes. On a eu l'impression que le capital politique de la France Insoumise avait été flétri par une élection qui ne répondait pas du tout aux mêmes enjeux que l'élection présidentielle, mais qui était interprétée selon des logiques nationales. Et ce qui va se passer aux prochaines élections municipales, régionales, départementales, c'est qu'il y aura forcément une interprétation nationale des scores de la France Insoumise, et la France Insoumise, elle est embêtée par ces élections. Pourquoi ? Je vais aller vite. D'abord parce que ce n'est pas un mouvement municipaliste. Ça, c'est intéressant. Ce n'est pas un mouvement qui pense que le changement social va avoir lieu au niveau local, comme ça peut être le cas avec Podemos en Espagne, ou comme ça a été le cas dans le cadre du socialisme municipal. Bon, il y a un programme municipal, mais ce n'est pas là que les choses se passent. Ensuite, bon, il faut le dire très clairement, la politique municipale, c'est souvent des tambouilles politiques, c'est la compromission, et en termes de lisibilité politique, ça pose un problème à la France Insoumise. Autre problème, l'organisation de la France Insoumise, qui est peu territorialisée, n'est pas du tout propre à réguler la question des candidatures. Ça pose plein de problèmes à la France Insoumise. Quel candidat, comment ça se passe, avec des groupes d'action qui sont limités, qui ne sont pas municipalisés, etc. Et je vous prédis évidemment beaucoup de difficultés pour la France Insoumise dans les années qui viennent, quand il faudra faire des listes aux élections municipales, quand il faudra définir des candidats aux élections départementales. Pour l'instant, c'est une organisation qui est un peu, je ne vais pas dire hors sol, mais hors institution. Elle va devoir jouer, ferrailler avec ce jeu. Bon.
Alors, troisième point sur la stratégie, c'est la question de cette fameuse opposition fédérer le peuple, rassembler la gauche. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? D'abord, il me semble qu'il faut, c'est un peu le point de vue que j'ai défendu dans une interview dans le site Regard, pour moi, il y a eu une mésinterprétation du vote Mélenchon de 2017. C'est-à-dire qu'on a beaucoup lu et entendu que la victoire enfin le score, pas la victoire, mais c'était une victoire, 20%, de Jean-Luc Mélenchon, c'était la victoire de la thèse du populisme de gauche. C'est-à-dire qu'au fond, Mélenchon a fait une campagne très différente en 2017 qu'en 2012, et qu'au fond, il aurait, ces 20%-là, ça serait la victoire de la ligne populiste. Je suis très réservé sur cette interprétation. C'est avant tout la victoire d'un candidat de gauche, dont globalement l'électorat était de gauche classique, même s'il était cherché des jeunes, même s'il était cherché un peu plus de catégories populaires qu'en 2012, mais globalement, quand on fait la sociologie électorale du vote de 2012, c'est l'électorat de gauche. C'est l'électorat de gauche, et la force de Jean-Luc Mélenchon, il faut être clair, c'est d'avoir joué sur un des ressorts très importants sous la Ve République, qui est le vote utile. Il y a énormément d'électeurs qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon en 2017, qui ne sont pas des sympathisants de la France Insoumise, mais qui, dans un contexte de délérection généralisée, de décomposition du Parti Socialiste, d'absence de candidats écolos, etc., ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Et je pense que l'erreur qui a été faite, c'est de penser que la France Insoumise était propriétaire des 20% de voix. Ce socle, il est très fragile, et finalement, les élections européennes ont montré que la bataille du leadership à gauche n'a pas été gagnée encore par Jean-Luc Mélenchon, et que, je précise, qu'on ne pourra fédérer le peuple que si on garde et on ne s'aliène pas le socle électoral de gauche. Parce que globalement, ce qui s'est passé, à mon avis, aux dernières élections européennes, c'est que la France Insoumise a perdu sur les deux tableaux. Elle n'a pas mobilisé l'électorat de gauche et elle n'a pas mobilisé le peuple. Et donc toute la difficulté, je crois, de la France Insoumise, et c'est pour ça qu'à mon avis, les relations entre populisme de gauche, populisme et union de la gauche sont dialectiques, sont complexes, sont complémentaires, c'est qu'on ne peut pas jouer uniquement une stratégie contre l'autre. La France Insoumise est condamnée à bricoler entre les deux stratégies, parce que globalement, elle ne peut pas lâcher la proie pour l'ombre, hein, d'un certain point de vue. On sait très bien que ces deux électorats sont difficiles à tenir ensemble. Alors on peut estimer que, on pourra discuter sur cette relation dialectique, que finalement l'électorat de gauche traditionnel suivra si le peuple est fédéré, peut-être, mais de fait, les signaux qu'on envoie aux uns et aux autres sont potentiellement contradictoires. Et il y a quand même aussi une résilience des vieilles forces du système. Hein. Le Parti Socialiste a quand même fait 6%, les écolos ont fait un score, et donc, comme ce qu'on observe en Espagne avec Podemos, hein, et finalement la résilience du Parti Socialiste, il y a bien quand même... Le vieux système n'a pas été totalement liquidé. Moi, je suis sociologue et historien, je ne crois pas au changement radical. Je crois plutôt au phénomène de continuité, et je pense qu'on ne va pas liquider totalement cette identité de gauche. Par ailleurs, on pourra avoir le débat. Bon, il y a Raquel qui est dans la salle, j'ai vu attentivement son analyse dans Regard, j'ai trouvé intéressante. On pourrait discuter de cette idée que l'idée de gauche est minorisante, etc. Moi, je serais plutôt moufien, c'est-à-dire resignifier la gauche plutôt que l'abandonner. Je pense la gauche, il ne faut pas le fétichiser, c'est ce label de gauche, mais il fait sens encore pour beaucoup de gens. Et je pense qu'on peut resignifier la gauche par effectivement le populisme, si on entend par populisme la conflictualité, effectivement, et l'attention, effectivement, à constituer un nouveau peuple. Bon, mais ce nouveau peuple, la question du peuple et du populisme, c'est pas nouveau. Dans les années 70, la gauche cherchait à créer le peuple de gauche en faisant l'alliance des classes moyennes et des catégories populaires. L'idée que la gauche, elle doit construire un sujet politique, elle doit faire des alliances de classe, mais c'est aussi vieux que le mouvement ouvrier. Hein. Et donc Torres disait en 1936 que le Parti communiste n'était pas le candidat de la gauche, était le candidat du peuple. Bon. Donc cette idée d'un certain point de vue, le populisme n'est pas si nouveau, à mon avis, qu'on peut le croire. Bon. Donc, à mon avis, il y a cette dialectique très compliquée aujourd'hui. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, en est complètement conscient, et que Jean-Luc Mélenchon est beaucoup plus pragmatique qu'on ne le croit. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon apparaît comme un idéologue, mais il sait très très bien qu'il ne peut pas totalement basculer vers une stratégie qui serait de ne plus s'adresser aux électeurs de gauche traditionnels, parce que globalement, cet électeur-là demeure le socle, et qu'il y a toujours la question
du leadership à gauche. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut forcément faire alliance. Moi, je ne crois pas du tout à la salade des logos, etc. Je pense que je pense que le salut de la France insoumise ne viendra pas d'alliances d'appareils qui sont aujourd'hui, il faut être très clair, complètement nécrosés, qui sont des entre-soi. Ce que est devenu le Parti communiste, ce que est devenu les écolos, ça ne représente pas grand-chose dans la société, c'est vrai. Mais par contre, pour moi, le signifiant de gauche, il a du sens. Alors, je termine du coup... Ah oui, alors, donc, du coup, sur la question de comment on constitue ce peuple. Donc, je l'ai dit, le populisme, c'est pas vraiment, mon sens, moi, c'est pas forcément très nouveau. C'est néanmoins beaucoup plus compliqué aujourd'hui, c'est clair, de constituer un peuple que dans les années 70. Et moi, ce que je voudrais vous dire, ce qui me frappe, parce que j'ai lu, je lis Le vent se lève, je suis très percuté et intéressé par ces nouvelles manières de penser la politique. Mais moi, ce qui me frappe, en tant que sociologue, c'est de constater que toute cette littérature sur le populisme, elle n'est pas très sociologique. C'est-à-dire qu'elle ne parle pas de la complexité de la société. C'est-à-dire, aujourd'hui, je pense que pour constituer des chaînes d'équivalence, hein, pour reprendre la dénomination de Laclos, il faut analyser la société telle qu'elle est. Et là, il y a un effort intellectuel que la France insoumise doit faire et qu'elle ne fait pas forcément. C'est de faire une analyse, une théorie de la société telle qu'elle est. C'est-à-dire aujourd'hui, on fait quelle alliance? Avec qui? C'est qui l'élite? Dans l'élite, il y a un bouquin de Jacques Bidet qui est intéressant, qui est sorti il y a un an, qui s'interroge sur les diverses fractions des élites. Il y a des élites intellectuelles. Est-ce que les élites intellectuelles, c'est les mêmes que les élites économiques? Est-ce qu'il ne faut pas dissocier ces élites? Aujourd'hui, par exemple, moi je travaille sur les profs, les enseignants. Les enseignants, c'était dans les années 70 un vecteur privilégié de l'alliance avec les catégories populaires. C'est plus le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup de racisme social chez les enseignants. Les enseignants ont méprisé les gilets jaunes, par exemple. Et bien, il faut comprendre ça. Parce que globalement, pas tous, évidemment, mais il y a eu beaucoup de mépris. Je peux vous le dire. J'ai fait... Notamment parce que... Notamment parce que les enseignants aujourd'hui, leur sociologie n'est plus du tout la même que celle des années 70. Les enseignants des années 70 venaient des milieux populaires. Aujourd'hui, ils sont déclassés. Donc ils ont l'impression, globalement déclassés, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression que les milieux populaires, ils veulent s'en démarquer. Ils ne veulent pas que leurs enfants aillent dans les écoles des milieux populaires, etc., etc. Donc ces contradictions, il faut les penser. De même que, par exemple, moi, par exemple, je suis intéressé par la pensée intersectionnelle. L'intersectionnalité, c'est comment on pense les dominations de classe, de race, de genre. Mais ça, par exemple, ça peut être un levier pour travailler sur le populisme, pour essayer d'agréger des catégories qui sont différentes. Parce qu'aujourd'hui, un des enjeux pour constituer un peuple, c'est d'agréger les catégories populaires intégrées, les catégories populaires précarisées, les catégories populaires urbaines, les catégories populaires périurbaines, etc. Et donc, il faut partir des contradictions de la société et pas finalement avoir un discours que je trouve un peu trop intello, qui est de dire qu'en gros, c'est le discours qui va fédérer les classes. Mais ça, c'est totalement idéaliste. Et ça, je trouve ça très... C'est des pratiques, c'est de la sociabilité, c'est pas uniquement un mot d'ordre. Je dis pas que le discours est pas important, mais de la même manière, je trouve... Léni ne sera peut-être pas d'accord avec moi, que dans les théories populistes, on a tendance à écarter tous les ancrages sociaux des gens. Les classes sociales n'ont pas disparu, mais les classes sociales sont plus complexes. Donc il faut quand même partir, à mon avis, d'une lecture de classe des catégories populaires et réfléchir. Alors après, derrière, évidemment, comment on unifie ces catégories? Il y a plein de leviers. Le logement, la question de la souveraineté populaire, la question de l'écologie. Évidemment, moi je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire que j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, la stratégie de la France insoumise ne peut être que amplifier aussi la question écologique. Mais gagner la bataille idéologique, c'est effectivement vis-à-vis des Verts, vis-à-vis des écolos, de dire que oui à l'écologie, mais l'écologie implique la remise en cause du modèle libéral, et d'articuler les deux. Et ça, je pense que les catégories supérieures peuvent le comprendre. Si les catégories supérieures, qu'on cherche une fraction que la France insoumise peut chercher à enrôler, peuvent aller vers la France insoumise, c'est qu'il faut faire le travail de conviction de dire qu'en gros, c'est une illusion de croire qu'on ne luttera contre le réchauffement climatique que par en fait une politique dans le cadre des traités européens, etc., etc. Bon. Alors je termine sur l'organisation. Il me reste combien de temps? Quelques minutes. Bon.
Troisième pilier de la stratégie du pouvoir, pendant très longtemps, la stratégie de conquête du pouvoir, bon, ça a été le cas avec François Mitterrand, c'était il fallait s'appuyer sur une organisation. Bon. Alors évidemment, il y a toute une série de faits récents en Europe, évidemment aussi la victoire de Macron, qui montrent que peut-être finalement on n'a plus besoin d'organisation pour gagner le pouvoir. Hein. Et qu'au fond peut-être même, et ça j'ai l'impression qu'il y a cette tentation, la France insoumise, que c'est embarrassant une organisation. C'est embarrassant parce que c'est la bureaucratie, évidemment. Évidemment, ça c'est le propre du fait organisationnel, ça crée des inerties, ça crée des coûts de coordination, etc. Et qu'au fond, on pourrait faire l'économie de l'organisation et donc, hein, pour reprendre une appellation de Jean-Luc Mélenchon, se contenter du gazeux. Hein, se contenter d'une organisation un peu éthérée, qui ne serait pas vraiment formalisée. Donc, moi j'entends cet argument parce qu'effectivement, aujourd'hui, est-ce qu'on gagne le pouvoir par une organisation ? Ça se discute. Ça se discute parce qu'effectivement, bon, je sais pas, moi j'ai fait la campagne des élections européennes avec les camarades de la France Insoumise. Il y a eu une grosse campagne à Lille. Il n'y a pas eu un gros score. C'est-à-dire qu'en gros, on peut être présent sur les marchés, on peut faire du porte-à-porte. Ça marche pas forcément beaucoup. Et on peut émettre l'hypothèse qu'effectivement, les réseaux sociaux aujourd'hui, les médias ou l'image des candidats aient un rôle plus important dans les organisations. Pourtant, quand même, c'est pas possible de ne pas faire une organisation. D'abord parce que c'est très important, d'un point de vue matériel, il faut organiser sur le territoire, et puis il y a des militants qui veulent militer, etc. Donc, et effectivement, la France Insoumise a adopté une stratégie qui est de dire, j'ai entendu beaucoup ça dans les entretiens avec les cadres de la France Insoumise, on a essayé de trouver le meilleur calcul coût-avantage dans l'organisation. C'est en gros, bon, on s'organise, et puis d'ailleurs on voit bien que la base veut plus d'organisation. La base veut plus de partis, elle veut plus de démocratie, au risque de l'inefficacité, mais en même temps, il ne faut pas se perdre, être dans le nombrilisme organisationnel, etc. etc. Parce qu'il y a cette idée qu'il faut aller droit au but. Et du coup moi, mon interrogation sur la question de l'organisation, c'est qu'il y a un peu une contradiction dans la France Insoumise, c'est qu'à la fois, il y a une volonté de faire une organisation qui aide à l'auto-organisation, qui soit proche des milieux populaires, qui fasse du community organizing, qui tisse des luttes, etc. Et en même temps, il n'y a pas l'organisation pour faire ça, en fait. C'est-à-dire que, d'un certain point de vue, on sent que chez la France Insoumise voudrait faire du Parti communiste à l'ancienne mode, c'est-à-dire j'entends par là la contre-société, l'idée de la prise avec le terrain, mais pour ça, sans organisation. Et moi, ce que j'observe sur le terrain, dans les entretiens, c'est qu'en fait aussi cette organisation informelle, peu hiérarchique, elle favorise les militants qui ont beaucoup de capital social, qui sont des militants aguerris. Et que c'est très difficile de faire venir des militants non aguerris dans cette organisation qui n'en est pas une. Et que du coup, le risque, c'est de reproduire un entre-soi sociologique que justement la France Insoumise veut éviter. Hein, alors, j'ai pas moi de recettes là-dessus, c'est très compliqué. Hein, c'est très compliqué. Et évidemment, venant du PS, où on perdait beaucoup d'énergie, y compris à la gauche du PS où j'étais, pour des batailles qui ne servaient à pas grand-chose, je ne prône pas le retour à des organisations traditionnelles. Mais la question des moyens, par exemple, se pose. Hein, ça a quand même été récurrent ces derniers mois dans les débats de la France Insoumise. La question des budgets, la question de... etc. Bon, on sait très bien comment ça marche, les partis politiques. En général, là où les militants sont forts, c'est là où il y a des élus. Parce que les élus amènent des ressources, parce qu'ils ont des assistants qui travaillent pour les militants. Donc cette idée qu'on pourrait faire, et cette idée de l'auto-organisation, alors qu'il faudrait aussi interroger, c'est-à-dire qu'on a parfois l'impression que la France Insoumise, il y a quand même le reste de l'idée du parti d'avant-garde, hein, globalement à l'avant-garde éclairée. Bon, le parti de gauche reste quand même une matrice de la France Insoumise, mais qu'en même temps on veut faire de l'auto-organisation parce qu'on veut donner l'impression qu'on va activer la révolution citoyenne. Et donc, il y a cette espèce d'ambiguïté. C'est-à-dire, est-ce que vraiment... et c'est quoi l'auto-organisation? Alors, c'est compliqué. Moi, je peux aussi vous dire, je vais peut-être un peu paraître pessimiste, mais aujourd'hui, le problème de l'auto-organisation, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas s'organiser, qui sont aujourd'hui, effectivement, totalement écrasés par la domination libérale, et qu'au fond, croire à l'auto-organisation... je ne vais pas dire que c'est naïf, mais en tout cas, ça demande énormément de ressources.
Voilà, bon, j'arrive un petit peu au terme de ma réflexion. Donc, vous avez vu que moi, j'ai pas vraiment j'énonce pas la bonne stratégie. J'ai plutôt, pour lancer le débat, pointé un certain nombre d'ambiguïtés, de contradictions. Hein. Contradictions par rapport à l'élection présidentielle, contradictions par rapport au rapport à la gauche. C'est-à-dire que j'entends les discours des cadres de la France Insoumise qui disent « on est de gauche, mais il ne faut pas le dire », en fait. Qui n'est pas de gauche ici? Bah si, il y a cette idée... Si, bien sûr. Bah, je pourrais prendre des déclarations d'Adrien récentes. C'est comme s'il ne fallait pas le dire. Bah, je ne suis pas sûr. Bah, alors, vous... Alors... c'est un peu ce que dit Adrien Quatennens dans son interview au Monde, mais ça peut... Je suis de gauche, mais attention, les codes militants de gauche, faut pas faire de gauche parce que c'est repoussoir des de gauche. Alors, c'est pas faux, effectivement, mais moi je me demande si ce qui est repoussoir, c'est pas la politique plus que la gauche, en fait. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a à gagner à abandonner aussi ce qui est positif dans la gauche? Je termine là-dessus. On peut, sociologiquement, le clivage gauche-droite, c'est toujours un cadre de référence très important pour les électeurs. Les électeurs ont un rapport compliqué au clivage gauche-droite. 60% des électeurs se situent sur l'axe et 70% jugent que le clivage gauche-droite est dépassé. Mais l'identité de gauche, elle reste quand même structurante. Alors, elle l'est moins chez les jeunes, elle l'est moins chez des populations qui n'ont pas été socialisées, qui n'ont pas été politisées par les organisations, mais... Voilà, je ne dis pas qu'il ne faut pas bouger par rapport à ça, mais est-ce que cette dimension mérite d'être évacuée et est-ce qu'il n'y a pas une espèce de mauvaise foi un peu par rapport à ça? C'est-à-dire, est-ce que concrètement, la France Insoumise est perçue comme un mouvement de gauche en plus, globalement? Sa perception, c'est celle d'un mouvement de gauche. Son programme, idéologiquement, est un programme de gauche. Voilà. Voilà. Bon, merci de votre attention. Je te laisse la parole tout de suite. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les affreux populistes sont devenus tellement hégémoniques que Rémi Lefebvre est désormais moufien. Ah, des petits bouts de mou. Non, bah déjà, bon, Rémi a posé beaucoup de choses. Hein, je vais pas répondre à tout. Bon, déjà, merci beaucoup pour... Ouais, moi, il faut que je parle plus fort. Ok. Ah, près de ma bouche. Ok. Bon, bah, déjà, merci beaucoup pour l'invitation et merci d'être venus aussi nombreux pour ce débat qui est assez fondamental en réalité. Et donc, bon, moi, je vais préciser aussi d'où je parle. Donc, comme l'a dit Clémence, je suis directeur de la publication du média Le Vent se lève et je suis la France Insoumise depuis les débuts. Je vais commencer par revenir sur la campagne de 2017. Moi, j'ai voté pour la France Insoumise. Je dirais même que c'est la première fois dans l'histoire, dans ma courte histoire personnelle, où j'ai pu voter avec entrain pour une offre politique et où, en fait, j'ai repris goût un petit peu. Et où, en fait, surtout, je me suis remis à croire qu'il était possible de gagner, étant donné que la FI avait fait un score de 20% et que tout ce qui semblait impossible auparavant avait été balayé en réalité en un mois. Je ne vais pas répondre à tout ce qu'a dit Rémi, notamment sur la sociologie, le rapport du populisme à la sociologie, parce que ça nous ferait rentrer dans un débat un peu byzantin. Mais sur l'interprétation de la présidentielle de 2017, j'aimerais revenir sur un ou deux points, parce que j'ai des désaccords en fait assez profonds là-dessus avec Rémi. En 2017, Rémi a raison, il y a une grosse partie de l'électorat mélenchoniste qui a un électorat de gauche traditionnel. Mais premièrement, il faut poser une question quand on dit un électorat de gauche traditionnel, c'est est-ce que ces gens-là, spontanément, se disent de gauche? On les classifie à gauche parce que quand on leur demande, et quand on leur dit vous allez vous mettre de 1 à 10 sur... Enfin, vous allez vous auto-positionner sur le clivage gauche-droite, ils vont le faire. Mais déjà, on leur demande. Donc c'est un petit peu une attitude de chercheur, d'aller leur dire, bon, vous, est-ce que vous êtes de gauche ou pas? En fait, les gens, il y en a une bonne partie qui s'en foutent. Bon, t'as certes précisé que le rapport était un peu schizophrène au clivage gauche-droite, puisque, à juste titre, il y a une bonne partie de l'électorat qui considère qu'il est dépassé. Donc voilà, on ne peut pas dire pour autant, parce qu'il y a les 3/4 de l'électorat mélenchonien qui, sociologiquement, et quand on leur demande,
s'auto-positionne à gauche, que c'est un électorat de gauche revendicatif, quoi. Donc il ne faut pas diluer l'aspect transversal, je dirais, de la campagne de 2017. J'ajouterai un second point, c'est que pour faire 20%, il a fallu aussi aller chercher des points difficiles. Donc en premier lieu chez les abstentionnistes, en deuxième lieu chez les jeunes. Les jeunes, l'AFI a fait 34% chez les 18-24 ans. Elle a fait 30% chez les inactifs, 34% chez les chômeurs, ce qui est énorme, ce qui est complètement, ce qui est largement supérieur en fait à la moyenne de son score dans l'électorat. Le point faible de l'AFI étant connu, ce sont les retraités où l'AFI a fait 10%. Donc, et comme les retraités représentent une part substantielle de l'électorat de la présidentielle, c'est ce qui a empêché en réalité l'AFI d'arriver au second tour. Bon, maintenant, j'aimerais revenir sur l'élection législative, parce qu'il ne faut pas oublier non plus, encore à ce moment-là, que la transversalité et le populisme avaient du sens. C'est-à-dire que, moi, j'ai regardé, j'avais compilé tous les résultats, même si je n'ai pas non plus fait tourner les bases de données comme un chercheur, un universitaire. Moi, je m'exprime plus en tant que journaliste et analyste. Dans les seconds tours des élections législatives, l'AFI avait de très bons reports et a bénéficié d'une neutralité d'une partie de l'électorat adverse, que ce soit l'électorat du Front National, l'électorat de droite, qui ne s'est pas nécessairement mobilisé pour Macron, tout en obtenant de bons reports à gauche. C'est ça la transversalité. C'est être capable, de générer de la sympathie, une sympathie très forte et de drainer des votes, de surmobiliser dans son camp, entre guillemets, et d'autre part, d'obtenir à minima la neutralité ou la sympathie d'une partie de l'électorat adverse dont on a besoin si on veut gagner un second tour. Parce qu'une élection présidentielle et une législative, c'est une élection à 2 tours. Il faut faire 50%. Et donc, bon, c'est très bien, on peut, sur une base de gauche bien affirmée, on peut peut-être mobiliser 15-20%, je ne sais pas. Mais la question derrière, c'est comment gagner et gagner une majorité. Et j'en veux pour preuve une élection qui fournit des enseignements de ce point de vue, qui est celle qui a eu lieu à Évry. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2017, c'est extrêmement serré au second tour. Il n'y a aucune différence entre le score au premier tour de Farida Amrani en 2017 et celui de la législative partielle qui a eu lieu. C'est-à-dire qu'elle fait à peu près 20% aux deux élections. La différence, bon déjà, c'est vrai qu'il n'y a plus Manuel Valls qui générait de la mobilisation contre lui. Mais l'autre différence, c'est que, entre-temps, et je vais y venir, la France Insoumise s'est réinscrite dans l'espace de la gauche contestataire et donc a provoqué une mobilisation de l'électorat adverse et a fait baisser la sympathie générale dans l'électorat contre elle, à son égard. Donc maintenant, moi, je vais revenir un petit peu à mon intervention et comment je l'avais cadrée. La campagne de 2017, et notamment son dernier mois, a été quasi parfaite. À la suite de cette campagne, j'avais écrit un article qui avait provoqué un peu de discussion où j'identifiais 2 défis. Et qui allait permettre, en fait, qui étaient pour moi les conditions pour aller chercher 2 électorats. Et donc là, on peut passer à une partie peut-être plus sociologique. D'abord, la partie la plus volatile de l'électorat macronien 2017. On voyait très bien dans les enquêtes qu'une partie dégagiste de l'électorat macronien hésitait entre Jean-Luc Mélenchon et Macron. Et parmi cet électorat-là, il y a des gens qui ont voté Macron absolument pas par conviction, mais plus parce qu'ils se disaient que c'était le meilleur outil pour faire barrage au Front National. C'était ce genre de rhétorique qui avait fonctionné notamment dans les banlieues, chez une partie des classes populaires, où ce réflexe existe. En deuxième lieu, il y a l'électorat populaire du Front National. Et quels étaient ces défis pour aller chercher ces gens-là qui manquent ? D'une part, pour moi, il y avait la construction d'une crédibilité, afin qu'une candidature telle que celle de Mélenchon ne soit pas perçue comme un saut dans l'inconnu. Beaucoup de gens ont voté Jean-Luc Mélenchon avec entrain, mais ce qui a empêché la petite fraction d'électorat de voter Jean-Luc Mélenchon pour lui permettre de passer au second tour, c'est en partie parce que, d'une façon ou d'une autre, la France Insoumise était perçue comme une option risquée, comme étant une belle promesse, mais une promesse très incertaine. Et parfois, les gens préfèrent les certitudes négatives, donc être sûr de ce qui va se passer le lendemain, plutôt qu'un saut dans l'inconnu. Et force est de constater que l'AFI gardait cette image-là. Et donc, pour moi, l'enjeu de cette crédibilisation était vraiment fondamental pour aller toucher beaucoup plus largement et rassurer les gens. Deuxièmement, il y avait la construction d'un discours de protection, et notamment de protection patriotique face aux menaces de la mondialisation.
Quand je parle de patriotisme, je ne parle pas du tout de discours excluant ou exclusif. Je parle vraiment d'un patriotisme inclusif, donc d'une identité qui n'est pas du tout fermée, mais qui au contraire est ouverte, mais où la dimension de la nation, resignifiée justement dans ces termes positifs, et on a une histoire de ce point de vue, la Révolution française, il y a une continuité historique sur la conception civique et politique de la nation française. Je pense vraiment que c'est une condition très importante pour répondre à une des demandes principales de l'électorat populaire du Front National. Parce que, vous le savez très bien, il y a un ouvrier sur deux qui vote FN. Et quelles sont les demandes principales, justement, de cet électorat-là? C'est la demande de protection. Cette demande de protection, elle est extrêmement forte. C'est une des demandes les plus fortes du pays, avec la demande d'ordre. Et on peut lui donner différentes connotations. Chez le Front National, on va vouloir expliquer aux gens que pour les protéger, il faut les protéger contre les migrants. Nous, on va plutôt insister sur d'autres aspects, c'est-à-dire l'urgence écologique, les dégâts qui arrivent. On le voit encore avec l'Amazonie qui de fait se transforme en une menace planétaire pour notre écosystème. Ça peut être les protections contre les délocalisations, contre les ravages du néolibéralisme, etc., contre chaque fois où on bafoue la souveraineté du peuple, etc. Et donc ce discours de protection est fondamental parce que les gens, ils veulent être protégés. Ils veulent être protégés, on est dans un monde incertain. Et parmi l'électorat RN, c'est vraiment une dimension qui est très forte. Excusez-moi, j'ai mes notes sur mon téléphone, donc de temps en temps je vais regarder mon téléphone. Alors, en d'autres termes, je pense qu'il fallait offrir une promesse d'ordre face à la pagaille néolibérale et non un simple discours de contestation et d'opposition au système. Les gens savent très bien que Mélenchon conteste le système existant. Ça, ils sont au courant. Là où ils lui font peut-être parfois moins confiance, c'est sur la capacité à régler leurs problèmes. Ce travail était en cours dans la France insoumise. Moi, je pointais ça comme des défis, mais j'avais vraiment eu le sentiment que pendant la présidentielle, il y avait ce souci-là, il y avait eu des opérations de chiffrage, de crédibilisation, etc. Et donc, on sentait que la préoccupation était là. Mais après l'élection, je pense qu'on est, et je vais y venir, je pense qu'on est repassé à une phase beaucoup plus contestataire, où en définitive, on est revenu un petit peu à l'identité politique préexistante, qui était celle du Front de gauche, du Parti de gauche, etc. Donc je vais me permettre d'ouvrir un débat qui n'aurait pas pu être ouvert avant aujourd'hui, puisqu'il y avait des élections européennes et que les moments de campagne ne sont jamais des bons moments pour débattre, parce que, t'en as parlé, il y a la rhétorique de l'efficacité, c'est normal, les gens font campagne, ils ne sont pas là pour avoir des débats interminables. Mais bon, ça me semble être un peu l'occasion pour le faire. En ce qui me concerne, je pense qu'il y a eu des hésitations quant à la stratégie à adopter dans la période post-présidentielle. Et j'aimerais revenir sur ce que je considère être des erreurs stratégiques, pas du tout pour faire la leçon ou pour inciter à l'autoflagellation, mais plutôt parce qu'elles révèlent, à mon avis, des erreurs dans la conception stratégique pour la prise du pouvoir. Et de mon point de vue, il est vraiment essentiel de les corriger. Dans le futur, si une force telle que l'AFI ou issue de l'AFI veut conquérir le pouvoir. Alors... Moi, en ce qui me concerne, je crois que la France insoumise a adopté une stratégie de guerre de mouvement qui est typique en fait des mouvements qui sont faits en fait pour gagner très rapidement le pouvoir et pour les périodes électorales, au moment même où il fallait embrayer sur une stratégie de guerre de position. Et donc ça rejoindra en partie la question de l'organisation. Je vais vous citer un certain nombre d'exemples qui, de mon point de vue, illustrent cette conception de guerre de mouvement. Le duo guerre de mouvement, guerre de position, ce sont des concepts chez Gramsci, pour ceux qui connaissent. Et la guerre de mouvement, en fait, c'est le déploiement dans l'espace stratégique et politique dans les moments où la fluidité est maximale et où les rapports de force peuvent basculer très très vite. La guerre de position est faite pour les moments beaucoup plus froids, où il faut conquérir des positions culturelles dans chaque espace de la société. Et donc la guerre de position prépare la guerre de mouvement. Mais moi je crois que la guerre de mouvement n'est possible qu'à l'élection présidentielle. Alors d'abord il y a eu les élections législatives. Je pense que déjà à ce moment-là, on a eu le retour d'un discours qui était assez agressif, où la dimension conflictuelle et l'antagonisme étaient très forts, comme si on était encore dans la période de la présidentielle, alors que pour les Français, on entrait dans une phase différente,
où on ne refait pas l'élection pendant la législative. Donc je pense évidemment à l'attaque contre Cazeneuve, sur l'assassinat de Rémi Fraisse, un discours qui était agressif de mon point de vue, et qui risquait de casser la dynamique positive qui était extrêmement forte au cours du dernier mois de la présidentielle. Bon, ce discours-là est un peu passé à la trappe grâce à l'obtention d'un groupe parlementaire où, de facto, pendant l'été 2017, on a vu la France insoumise repartir sur un discours conquérant, très positif, très prometteur, etc. Mais à la rentrée, la ligne qui a été décidée, c'est on va manifester contre le coup d'État social. Cette expression, pour moi, révèle le fait qu'on pensait, à ce moment-là, où les acteurs qui ont élaboré cette stratégie pensaient qu'on était toujours dans une crise de régime aiguë, alors que Macron réglait transitoirement, la crise de régime. Et que ce n'était pas le moment d'appuyer comme des sourds, mais plutôt d'avoir, disons qu'une partie de l'électorat considérait, à juste titre ou non, qu'on allait attendre de voir ce qu'allait faire Macron, qu'on ne savait pas exactement qu'est-ce qu'il allait faire, et donc les gens étaient un peu dans l'expectative. Moi, je crois que là, déjà, une première fois, donc avec l'appel à 1 million de personnes sur les Champs-Élysées, avec des casseroles, etc., vraiment, je pense que c'était à contre-temps. Il y a eu aussi l'épisode du retrait de la cravate, qui est, de mon point de vue, typique d'une attitude qui consiste à flatter sa propre sociologie, parce que en réalité une partie des classes populaires veulent des gens bien mis, propres sur eux, parce qu'ils veulent être bien représentés. C'est une demande qui est très forte chez les classes populaires. Ruffin en a parlé un jour, apparemment il a fini par remettre bien sa chemise parce que sa mère lui a dit quand même t'exagères, tu pourrais bien t'habiller dans l'hémicycle. C'est quelque chose qui est très fort, c'est peut-être une idée ringarde, j'en sais rien, on peut remettre en cause les normes, mais en réalité, il y a encore une partie de la société qui veut des gens qui font sérieux. Et c'est important. Et on ne peut pas négliger ces codes-là. On ne peut pas les négliger, et de mon point de vue, c'est des codes, c'est des gestes qui donnent une dimension contestataire plus qu'une dimension de sérieux. Et les gens, encore une fois, savent très bien que la FI sait s'opposer. Ensuite, je pense que le moment décisif, parce qu'il y a eu du flottement, je ne dis pas que le discours était complètement monolithique et qu'immédiatement on est parti sur quelque chose de très contestataire, mais je pense que cette stratégie d'opposition a été actée au moment de l'émission politique face à la fille où il y a eu la séquence face à la fille de Régis Debray, où il me semble, de mon point de vue, que Jean-Luc a considéré qu'il fallait désormais s'opposer assez fortement. Il y allait avoir le mouvement des cheminots, le mouvement des étudiants. Et là encore, je crois que, et je pense vraiment qu'il faut soutenir les cheminots, les étudiants, c'est pas la question, mais de mon point de vue, la France insoumise s'est trop engagée. En fait, par cette série de gestes, la FI est redevenue un peu ce parti de gauche qui conteste, qui va en manif, qui reprend les vieux codes. Bon voilà, on fait nos manifs République-Nation, etc. Et donc on est l'espace de la résistance, on est l'espace de ceux qui résistent, on n'est pas l'espace de ceux qui vont conquérir le pouvoir. Je pense que ce sont les signaux qui sont envoyés à l'électorat. Alors, donc je crois que la FI aurait eu plus intérêt à sentir une attitude de soutien institutionnel, de porte-voix institutionnel, plutôt que d'organisateur des manifestations, puisque, il ne faut pas l'oublier, on était 1 an après l'élection de Macron, et la défaite au cours de ces mobilisations était assez prévisible pour les observateurs et pour les états-majors politiques. Donc c'était trop tôt. C'était trop tôt. Encore une fois, on était dans une période de refroidissement politique, et on appuyait fortement. Alors, après, il y a eu d'autres aspects qui ont fait changer la nature de la France insoumise. Je crois que le processus de désignation pour les élections européennes s'est fait très tôt et pendant trop longtemps, c'est-à-dire 6 mois. Et je crois qu'à ce moment-là, c'est joué quelque chose dans le rapport de la France insoumise au reste de la société. C'est-à-dire que, de mon point de vue, on est passé d'un mouvement qui était extraverti, qui a été fondé sur l'action, comme ça a été rappelé, à un mouvement qui était introverti, puisque les enjeux internes ont pris le pas dans les réflexions des cadres politiques, dans les réflexions de ceux qui étaient intéressés par cette élection. Et on a vu pendant 6 mois les divergences être exposées à la lumière,
alors que cette question aurait dû être réglée en 3 semaines, beaucoup plus tard, je pense. Hein, et quitte à avoir un modèle vertical, aller au bout de ce point de vue, et gérer le truc de façon ordonnée et très rapidement. Je ne suis pas très partisan de la démocratie interne. Non, mais bon. Non, mais vraiment, en tant qu'observateur, je pense que les partis sont faits pour conquérir les élections et pas pour trancher des débats de virgule, etc. Alors, après, il y a eu les européennes et le mouvement des Gilets jaunes. Au cours des européennes, la ligne qui a été décidée, c'était celle du référendum anti-Macron. Au moins 1 an avant les élections européennes. Au moins. Et cette ligne, dans une situation où la France insoumise n'était déjà plus perçue comme étant la première force d'opposition, faisait courir le risque, en réalité, de fournir un tremplin au RN. Je ne dis pas que cette idée du référendum anti-Macron ait été hégémonique dans la campagne des européennes, c'est pas forcément le cas, mais il y avait cette petite musique. Et on a vu des gens, effectivement, justifier, par exemple, leur vote RN par le besoin d'arriver devant Macron, etc. Donc là, je pense la FI est passée à côté de quelque chose à ce moment-là. Et de mon point de vue, et là Rémi l'a dit, aux européennes, la ligne a été assez illisible. Je suis désolé, mais moi, j'ai jamais compris la ligne politique aux européennes. Vraiment, enfin, la FI tapait Macron, puis tapait les Verts, le PCF. Enfin, honnêtement, je comprenais pas trop et je comprenais pas ce que voulait dire la voie de l'insoumission. Je pense qu'encore une fois, le RN est de nouveau sur pied, mais c'était pas le cas avant l'élection. Et je pense que là, il y a une fenêtre qui a été ratée, qui est celle de piller une partie de l'électorat qui demande de la protection. Et on sait très bien que l'élection européenne est un moment privilégié pour avoir un discours de protection du peuple français, de la France en Europe, parce que les gens associent l'Europe, ils ne sont pas forcément pour sortir de l'Europe, mais ils associent quand même l'Europe à une série de menaces, à une série d'ouvertures à la mondialisation, à des politiques d'austérité, à des politiques commerciales parfois délirantes, à des politiques de captation démocratique. Et donc je crois que le message qui marche le plus pour l'électorat pour l'électorat populaire visé par la France insoumise, c'était un discours de protection. Et honnêtement, je ne l'ai pas vu. La France insoumise a beaucoup parlé d'écologie, ce qui, en fait, a fait le beurre d'Europe Écologie Les Verts. Parce que moi j'ai entendu des cadres verts le dire, tout le monde a parlé d'écologie, tout le monde est devenu écolo, mais ils ne se sont pas rendus compte, ils faisaient campagne pour nous. Donc voilà, je pense qu'en voulant parler de trop de choses en même temps, la FI est passée à côté de la possibilité d'avoir un discours simple, identifiable, clair. Et on a vu aux européennes, les gens ont voté pour des options identifiables et claires. Quand ils votaient écolo, ils votaient pour l'écologie. Quand ils votaient pour Macron, ils votaient pour le parti de l'ordre qui avait maté les gilets jaunes. Et quand ils votaient pour le RN, ils votaient pour un message de protection et contre les migrants. Donc voilà, c'était clair, mais moi je ne sais pas ce qu'était le vote France Insoumise à ce moment-là, et je pense que n'importe quel électeur ne le savait pas non plus. Alors, maintenant je vais passer à une phase peut-être un peu plus réjouissante, parce que... non mais... Désolé. Non mais après évidemment il y a les perquisitions qui ont fait très mal, on sait très bien que c'est une opération de police politique, mais reste que ça a aussi, ça a joué, et je voulais pas le mettre de côté, ça a aussi dégradé l'image de la France insoumise au début de la campagne, pile au moment du mouvement des Gilets jaunes. Ça a été un coup terrible. Mais voilà, il y a tous ces éléments et je voulais pas passer à côté parce qu'il y a quand même, enfin la FI baissait avant, hein. La FI était à 12 avant les perquisitions. Bon, la FI finit à 6, mais la chute était déjà là auparavant. Alors le bilan pour moi, c'est la réinscription dans l'espace de la gauche contestataire. Et je crois que de ce point de vue, et Rémi n'a pas tort quand il dit que l'opposition, populisme, le débat qui a eu lieu après les européennes n'est pas toujours bien posé. C'est-à-dire que le problème, c'est que le populisme a été beaucoup trop compris comme un discours d'opposition et d'antagonisme agressif, alors que ce n'est pas le cas. Lorsqu'on parle de populisme, en réalité, et il suffit de regarder, par exemple, le populisme comme école théorique, Ernesto Laclau, etc., Errejón, c'est la recherche de transversalité, à partir d'une opposition commune à une élite, en général. Mais il n'y a aucune raison que l'opposition à Macron se mue en résistentialisme et en contestation. En tout cas, pas systématiquement, ça dépend des périodes. Et je pense qu'il faut adapter son discours selon les périodes, selon que la période soit plus ou moins chaude ou froide.
Maintenant, je vais en venir aux tâches fondamentales qui, de mon point de vue, auraient permis de mener une guerre de position pour préparer la suite. Et là j'ai une divergence avec Rémi, c'est que je pense effectivement que l'élection présidentielle est centrale et que c'est le seul moment où il est réellement possible de... Non, mais je ne dis pas que tu dis ça, mais vraiment, je pense qu'elle domine toute la politique française et que c'est le seul moment où il est possible de réellement prendre le pouvoir. Je crois que les mouvements sont, je l'ai dit tout à l'heure, sont très efficaces pour gagner des élections et pour les périodes électorales chaudes. Ils sont beaucoup moins pour les moments plus froids. Et donc sans redevenir un parti, et là j'insiste beaucoup là-dessus, parce que je suis très convaincu que ce serait une erreur, parce que je pense que la forme partisane a tendance à éloigner du reste de la société et des gens, elle coupe les militants des gens, et les enferme dans des cadres cognitifs, dans des codes, dans des normes. Je pense qu'il aurait fallu penser la question organisationnelle pour les temps froids, afin de se déployer dans la guerre de position. Et parmi les tâches qui entrent dans ce propos, il y a notamment, je l'ai dit tout à l'heure, le fait de mener un travail de crédibilisation, donc du point de vue des codes, du point de vue de la maîtrise de la logique institutionnelle, du point de vue du programme aussi. Et je crois que dans ce cadre-là, il aurait été bienvenu que Mélenchon ne prenne pas autant de coups en prenant beaucoup plus de distance et de hauteur dans le débat politique. Je crois que la FI a voulu exister médiatiquement, ce qui est légitime et compréhensible, mais si vous regardez le Front National, j'ai l'impression qu'on peut aussi parfois s'en passer. C'est-à-dire que Marine Le Pen, on ne l'a pas entendue pendant 2 ans. On ne l'a pas entendue. Elle est sortie d'un débat au second tour catastrophique, et finalement les gens ils finissent par oublier. Et elle a fait quelques intermédiatiques, mais du coup, au moment de la crise des Gilets jaunes, elle apparaissait comme un semi-recours pas très... Bon voilà, il n'y a pas non plus la flamme qu'il y avait dans l'électorat frontiste il y a 4-5 ans. Mais voilà, elle a pu jouer la carte du recours, et je pense que ça aurait été une carte intéressante pour Jean-Luc Mélenchon, de se mettre en retrait, de prendre moins de coups, et d'apparaître justement comme un recours au milieu des périodes froides, en se concentrant sur d'autres tâches. La construction de think tank, la lutte pour l'hégémonie culturelle dans les médias, etc. Clémence a lancé un think tank avec d'autres il y a peu, mais je crois que ça faisait partie vraiment des tâches prioritaires. Et je crois que cette volonté de présence médiatique a fini par se retourner contre la France insoumise. Donc voilà, et parmi les tâches que peut faire un think tank et qu'aurait pu faire l'AFI, il y a le travail de réseau et de séduction des décideurs. En France, on a un État qui est extrêmement puissant. Bercy, c'est 10 000 salariés. C'est énorme, c'est énorme. L'appareil d'État, c'est énorme. Et si vous voulez prendre le pouvoir, vous ne pouvez pas le faire sans avoir des appuis dans l'État. J'ai lu récemment, il y a un bouquin de Mark Endeveld qui s'appelle les réseaux... le grand manipulateur. C'est une enquête très très fine sur les réseaux de Macron, sur les réseaux qu'il a mobilisés pour conquérir l'appareil d'État, comment il a mobilisé les réseaux, par exemple Sarkozy contre les réseaux hollandais, puisque du coup les réseaux hollandais étaient captifs d'Hollande et que donc lui il est allé jouer la carte, il est allé mobiliser les réseaux à droite, etc. Comment il a pris le contrôle du ministère de l'Intérieur, ce genre de choses. Je pense qu'en fait, dans une période de ralentissement électoral, de refroidissement, typique de la période post-présidentielle, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. C'est-à-dire qu'il faut être capable de déployer une stratégie dans l'État, auprès des décideurs, etc. Poser des jalons partout pour le moment où la période deviendra plus chaude et où la possibilité de prendre le pouvoir d'État s'ouvrira de nouveau, c'est-à-dire l'élection présidentielle. Je crois que c'est une tâche prioritaire et que je ne sais pas dans quelle mesure elle a été faite, parce que c'est aussi des choses qui se font de façon informelle. Donc peut-être que Clémence a plus d'infos que moi là-dessus, et je sais très bien que le groupe parlementaire a aussi fait pas mal de travail en auditionnant beaucoup de gens. Donc on en parlera. Mais j'ai quand même le sentiment que l'idée d'une prise de pouvoir par la France insoumise n'a pas pris chez les hauts fonctionnaires, chez une partie des hauts fonctionnaires, etc. Et vous ne pouvez pas, ce n'est pas vrai de dire qu'on peut prendre le pouvoir contre l'État. Sinon, en fait, vous arrivez au pouvoir et vous ne contrôlez pas la machine, vous ne contrôlez rien, et c'est quelque chose qui se prépare. Le PS dans les années 70, que ce soit le CRS qui avait beaucoup d'énarques
ou les réseaux d'Atali. On en pense ce qu'on veut. Ceci dit, il a été chercher beaucoup d'énarques, de décideurs, etc. Ils ont mobilisé beaucoup de réseaux, étaient d'une ampleur complètement différente. Et malgré tout, le PS, quand il est arrivé au pouvoir en 81, avait une machine... Comment ? C'était pas les mêmes hauts fonctionnaires, oui, bah oui. à gauche qu'aujourd'hui. Bah oui, bien sûr, évidemment. Le CRS a été lancé que par des énarques, ce qui est inimaginable aujourd'hui. C'est ça qui a permis à Mitterrand de prendre le PS et de faire le programme commun, etc. Et malgré tout, le PS n'avait pas réellement le contrôle de la machine d'État. Donc c'est une difficulté qui est sérieuse et qu'on ne peut pas négliger dans l'entre-deux, entre deux présidentielles. Et je pense que dans le cas d'une arrivée au pouvoir de la France insoumise, les défis seraient extrêmement sérieux de ce point de vue pour l'application d'un programme alternatif. Comment on fait avec les différentes jurisprudences? Comment on fait avec l'entremêlement administratif, juridique, l'intégration dans des traités internationaux dans le droit interne? Enfin, ouais, bref, c'est des questions qu'on a des moments pour les poser. Eh bien, il faut être capable de fournir un début de réponse. Je ne dis pas qu'on peut répondre à tout. Et il y avait aussi, ça me fait penser à un article de Fabien Escalona dans Mediapart sur l'expérience de Tsipras et sur le défaut d'organisation de Syriza, qui pourtant avait pas mal d'élites intellectuelles, notamment qui étudiaient à l'étranger, un peu partout, puisque une partie de la gauche grecque était très, en fait, n'est pas restée en Grèce, hein, donc ils avaient beaucoup de chercheurs un peu partout, en Angleterre notamment. Et ça, c'est une vraie question. Et je pense qu'il n'y a pas des réponses qui sont pour l'instant satisfaisantes. Enfin, il y a une dernière chose que j'aimerais aborder, c'est que les Gilets jaunes fournissent une autre leçon. On ne déclenche pas des crises de régime, on ne déclenche pas des guerres de mouvement en appuyant sur un bouton. On ne maîtrise pas le terrain et la construction de l'agenda politique. Ce qui veut dire qu'il faut accepter l'idée qu'on se met dans une période et qu'elle peut être plus ou moins chaude ou froide. Là, on a eu une année très très chaude avec les Gilets jaunes où il est légitime, dans ce type de contexte, d'avoir un discours un peu plus contestataire, un peu plus antagonique, puisque la société est en ébullition et que l'opposition avec l'élite au pouvoir est très forte et très prégnante. Mais il y a des périodes où ça redescend. Et là, par exemple, ça redescend pour le moment. Ça peut bouger. Mais je crois qu'il faut se déplacer différemment sur le terrain politique et que les Gilets jaunes l'ont montré. Donc quand la société est très polarisée, il est pertinent d'activer une dose supérieure de conflit dans le discours, tout en jouant la carte du recours aux insuffisances du pouvoir. Mais voilà, c'est vraiment une question c'est un peu une dialectique avec le moment qui est permanente. Et moi, ma conviction, c'est que l'AFI a beaucoup joué la carte de la guerre de mouvement pendant 2 ans, de façon quasiment... c'est-à-dire que on n'entendait que cet aspect-là, et on a perdu un peu l'autre aspect, plus institutionnel, plus crédibilisant. Et je crois que ça fait beaucoup de dégâts pour aller toucher largement la société, et que de fait, électoralement, l'AFI s'est repliée sur un électorat assez resserré, qui est à peu près celui du front de gauche il y a 5 ans. Dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'il est possible de faire? À mon avis, beaucoup de cartes ont été perdues pour les 2 années qui viennent en termes justement de guerre de position, puisque quand on est à 6%, on a beaucoup moins de marge de manœuvre pour aller... quand on va voir les gens, en fait, on n'a plus le même rapport de force, tout simplement. C'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que le plus intelligent à faire désormais, pour une force qui serait issue de l'AFI ou qui serait plus large, c'est de préparer une option pour 2022 qui réponde aux caractéristiques suivantes. Alors, désolé. Non, mais je crois qu'il faut reprendre ce qui a été bon en 2017, c'est-à-dire construire une opposition entre la majorité de la société et la petite minorité qui s'accapare l'ensemble des richesses médiatiques, politiques, culturelles, l'appareil d'État, etc. Et de ce point de vue, il y a beaucoup de portes d'entrée. L'affaire Benalla en est une démonstration. On a eu le sentiment qu'il y avait des petits caïds au pouvoir, etc. Et je crois que ce discours prend et que les Gilets jaunes ont redéfini le sens commun en mettant au centre de l'agenda l'opposition entre le peuple et l'oligarchie. Et là-dessus, j'en reste convaincu. Je pense que cette option devra se situer rhétoriquement en dehors du clivage gauche-droite. Après, on peut discuter si est-ce que axiologiquement c'est de gauche, etc.
pour être capable d'aller chercher les deux électorats que j'ai pointés au départ, c'est-à-dire les macroniens fluctuants, enfin ils sont pas idéologiquement macronistes ni macroniens, mais en tout cas une partie de cet électorat qui mord plutôt au centre-gauche, si on devait les définir sur le clivage gauche-droite, et l'électorat populaire du Front National. Et pour ça, il faut représenter une option de protection, il faut être capable de générer des certitudes et faire la démonstration d'une crédibilité. Donc je suis pas convaincu, par exemple, par l'idée, par le discours qui consiste à dire le lendemain de l'arrivée au pouvoir, on jette les clés dans la Seine. Je pense que les gens veulent pas qu'on jette les clés dans la Seine. En fait, s'ils élisent quelqu'un, c'est pour qu'il gouverne, c'est pas pour jouer, quoi. Donc je crois que de ce point de vue, c'est une dimension du discours qu'il faut un peu mettre en mineur par rapport à ce qui a été fait auparavant. Raquel va m'engueuler tout à l'heure, vous allez voir. Et je pense que cette option devra apparaître comme neuve et innovante, non nostalgique des formes du passé. Et de ce point de vue, la France est très en retard en termes d'usage politique de l'environnement numérique. L'AFI est la force en France qui a le plus fait des choses là-dessus, de façon très habile et très bien. Mais il y a encore beaucoup de marge d'innovation. Et moi, je suis assez... je travaille pas mal là-dessus, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui se font très intéressantes. Par exemple, du côté, vous regardez ce que fait Alexandria Ocasio-Cortez et son usage des réseaux sociaux, c'est assez brillant. Ce qui s'est fait, par exemple, en Italie en termes de construction de mouvements à partir uniquement d'un environnement numérique et d'Internet, il y a des choses à reprendre et à reformuler. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'innovations sur le terrain de l'usage numérique des réseaux sociaux. Et on est vraiment, allez checker, je dis pas qu'il faut faire du Salvini, mais regardez la page de Salvini qui est la page de personnalité politique qui a le plus de commentaires, de réactions, de likes de toute l'Europe. Il a 4 millions de followers. Chaque publication fait 50 000, 70 000. On est sur une force de frappe qui devient assez délirante. Alexandria Ocasio-Cortez, qui a fait sur Instagram, c'est assez délirant. Et en fait, tous ces formats, tous ces codes, tous ces usages peuvent être tout à fait réutilisés complètement différemment au service d'un message politique spécifique. Donc, mais en tout cas, il y a des outils désormais qui sont présents, qui sont sous-utilisés en France, et la plupart des forces politiques sont à la ramasse de ce point de vue, où il y a beaucoup de marge de manœuvre et où beaucoup de choses sont possibles. Donc moi, je ne crois pas du tout que ce soit mort. J'ai tenu un discours assez pessimiste, mais en réalité, je suis assez optimiste. Je crois qu'il y a une ébullition dans la société qui est assez forte, que le terrain politique et que la décomposition politique n'est pas finie, mais attend justement une sorte une force qui mette un terme à cette pagaille néolibérale. Les gens en ont marre de voir Macron taper sur les gens. Je pense qu'il y a deux urgences de ce point de vue auxquelles il faudra répondre. C'est stopper l'affirmation d'un néolibéralisme autoritaire. Parce que ce que fait Macron est délirant de ce point de vue. Hein. On entre vraiment dans l'autoritarisme néolibéral. Hein. Je ne crie pas au fascisme et au pouvoir autoritaire tous les matins. Mais là, on est quand même sur quelque chose d'assez sérieux. Et dans le bouquin d'Endeveld, il dit beaucoup de choses très intéressantes sur sa reprise en main de la justice, etc., que je vous conseille. Et l'urgence écologique, bien sûr. Et les gens ont le sentiment que tout fout le camp. Et la force qui, pour moi, sera capable de l'emporter en 2022, c'est celle qui arrivera à conjuguer ce message de protection et en même temps un message d'ouverture, de modernité, de hype, avec l'usage disruptif de tous les nouveaux outils pour rendre sexy une option politique. Donc voilà, je pense que c'est un peu ce qu'il faut faire, jouer sur les deux piliers, et que c'est la condition pour gagner en 2022. Bon, beaucoup de choses ont été dites, on a un peu explosé déjà les délais, donc je vais réduire drastiquement mon propos. Je pense que de toute façon, les interventions sont complémentaires. Il y a eu beaucoup de réactions, donc j'aimerais qu'on ait quand même un temps d'échange avec les gens qui sont dans la salle. Pour commencer moi aussi par dire d'où je parle, évidemment, j'ai sans doute des trois intervenants le point de vue le plus interne, puisque voilà, je suis membre et j'ai participé activement à la campagne présidentielle.
présidentielle, je m'occupais de l'élaboration du programme, donc je vais aussi peut-être davantage défendre la maison, je sais pas, en tout cas je le sens comme ça, mais voilà, je vais revenir sur, d'une part, un peu chronologiquement, on assume, je crois, la construction de la France insoumise comme une force tournée vers la conquête du pouvoir, et on assume tout à fait le fait que ça a été fait dans le cadre d'une présidentielle. Je pense que l'organisation a vraiment été créée pour répondre à cet objectif-là en assumant aussi clairement la critique de la rigidité des formes organisationnelles plus classiques et du fait que pour être efficace et pour conquérir le pouvoir, on voulait faire différemment. Au début, la FI, c'est vraiment rudimentaire en termes organisationnels, c'est-à-dire que c'est une plateforme Internet, 500 000 soutiens au plus fort de la campagne présidentielle, et puis surtout des outils de terrain qui étaient les groupes d'appui à la candidature de Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui groupe d'action, qui est là, je crois, un point de désaccord avec toi, Rémi, c'est que je pense que c'est ça notre ancrage social, c'est ça notre ancrage sur le terrain, parce qu'il y a énormément de gens qui militent au quotidien dans ces groupes d'action, qui était une forme inédite, une petite cellule qui permettait une forme de militantisme souple. Jean-Luc disait pendant la campagne, ça vous permet, si vous vous engueulez avec votre compagnon de groupe d'action, d'en créer un autre. Enfin, c'était quand même un renouveau de la forme militante qui était extrêmement importante. Ensuite, l'organisation de la France insoumise, c'est autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon dont le parcours est marqué par cette volonté de prise du pouvoir. Pour celles et ceux qui ont suivi, c'est PRS, c'est le parti de gauche, évidemment, le mouvement pour la 6ème République, puis la France insoumise. Et il y a un fil rouge, c'est on veut prendre le pouvoir, on s'y prépare, et la forme organisationnelle répond à cet objectif-là. De ce point de vue-là, et là je te rejoins Rémi, c'est que c'est vraiment inédit. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas faire une candidature de témoignage, on était là pour gagner, on le faisait sérieusement, on s'y préparait chaque jour de campagne, et on a vraiment opéré un renversement de mentalité politique qui consistait à dire on est là pour emporter la victoire. Ça s'est traduit quand même par des résultats électoraux inespéré pour l'époque, que ce soit à la présidentielle ou aux législatives, avec la constitution du groupe parlementaire qu'on n'attendait pas. Et pour être honnête, où on n'était pas totalement prêt en interne à faire face à cette entrée dans l'institution de l'Assemblée nationale, et dans les premiers mois de mandat à devenir, à être perçu très largement comme les premiers opposants à Macron. Puisque c'est un peu là d'où je parle et ce à quoi j'ai participé le plus, je voudrais m'attarder un tout petit peu sur le programme comme élément fondamental dans cette stratégie de conquête du pouvoir. D'une part, parce que 2016-2017, ça consistait à imposer une nouvelle offre idéologique dans le paysage. On n'existait pas et donc il a fallu imposer cette nouvelle offre. Et puis depuis, ça permet de fédérer l'organisation. Et c'est vraiment à pas négliger dans ce qu'on est. Il y a beaucoup de typologies d'organisations politiques qui sont faites par les politistes. La France insoumise est vraiment une organisation qui est centrée autour de son offre idéologique nouvelle, qui ne vient pas juste renouveler l'offre d'une idéologie qui existait déjà. Et donc on a dû l'imposer par l'écriture du programme. La construction même et l'écriture même du programme, elle est révélatrice vraiment de cette ambition-là. On a fait des contributions citoyennes, donc tout le monde a pu participer. On a auditionné plein de gens. On a ensuite écrit un premier livre-programme, L'Avenir en commun, qui aujourd'hui encore est le socle un peu idéologique de notre organisation. Et puis ensuite, on a fait vivre ce programme énormément avec l'écriture de 40 livrets par des groupes de travail. Puis on a fait des universités populaires, les groupes d'appui le diffusaient partout. Enfin, c'était vraiment un élément extrêmement fédérateur de notre organisation pour imposer cette nouvelle offre idéologique. Et puis, ça nous a permis aussi
ça a été un outil de légitimité important, ce programme, parce que en externe, pendant la campagne présidentielle, il y avait beaucoup d'appui d'associations, d'experts qui reconnaissaient sa pertinence, etc., qui étaient pour nous adossés à des exercices de crédibilisation fait et pensé en interne. Là, je pense évidemment au chiffrage, l'émission de 8 heures avec des économistes, etc., qui visait là aussi à montrer qu'on était prêt à gouverner. Et puis évidemment, le portage par le candidat. Il ne faut pas négliger à quel point ça a permis de construire une culture insoumise, qui est un truc incroyable. En 2 ans, enfin en 1 an et demi à l'époque, c'est Michel Hastings, qui est un politiste qui parle de construction d'une identité, la structuration d'une grammaire culturelle. La nôtre, elle a été construite par rapport à ce programme. Donc ça, c'était pour revenir un peu sur la construction de la France insoumise, et dire que je pense qu'on ne nie absolument pas cette recherche d'efficacité, cette volonté, voilà, d'y aller et de tout bouffer sans détour, enfin sans détour, quoi. Voilà. Après, aujourd'hui, où on en est, où on a été très vite perçus comme les premiers opposants. Après 2 ans de macronisme, la situation est en effet plus flottante, on va dire. Il y a à la fois une contestation sociale hyper importante, dès le début du mandat, donc c'était les ordonnances travail, puis cette année les gilets jaunes évidemment, et en permanence plein de secteurs de la société qui sont mobilisés, évidemment les soignants, les profs, etc. Donc un socle de contestation sociale qui est permanent et qui est très fort. Ça se traduit par l'action du groupe parlementaire, notamment où on essaye de se faire le relais de cette contestation sociale quotidiennement, mais avec un mur en face, c'est-à-dire que les ennemis du changement social sont hyper puissants, hyper mobilisés. À l'Assemblée, c'est les lobbies, évidemment, c'est la majorité macroniste comme un rouleau compresseur où, franchement, on a l'impression de pisser dans un violon. Enfin, le débat parlementaire est complètement passé à l'as. C'est évidemment les intérêts des riches coalisés, représentés chaque jour au gouvernement. Bref, on se heurte à un mur, alors même que le climat, enfin le fond de l'air est plutôt contestataire, largement contestataire. Et donc, alors même que le macronisme est minoritaire finalement, la stagnation un peu citoyenne et puis ce rouleau compresseur-là font que les choses avancent et qu'on a du mal à trouver des prises. Je ne vais pas me lancer, moi, dans l'analyse du scrutin des européennes, parce que je pense que vous l'avez fait assez largement et qu'il y a des choses justes dans ce qui a été dit d'un côté et de l'autre. Mais on est dans cette période, voilà, où on a eu du mal à trouver des prises. Ce que je voulais quand même préciser, c'est que sur le fond idéologique, il y a de très bons signes qu'on a tendance à parfois pas assez relever parce qu'il n'y a pas eu de rançon électorale, entre guillemets, notamment aux européennes. Mais les gilets jaunes, par exemple, vu que c'était inédit, vu qu'on ne l'avait pas prévu, etc., on a nous-mêmes été extrêmement surpris d'à quel point ça reprenait certains de nos termes, à quel point ça reflétait beaucoup de choses qu'on avait déjà portées. Je m'attarde juste là-dessus parce que je pense qu'il y a un double mouvement. Ça indique, d'une part, que l'AFI a quand même réussi à être très connectée à ce qui se passait dans la rue et à continuer à l'être. Et puis le mouvement inverse a aussi été vrai, c'est-à-dire que je pense que nos porte-paroles médiatiques, les députés, mais tous les autres qui participent à la bataille culturelle quotidienne, ont réussi réellement à faire infuser des idées insoumises qui auparavant n'étaient pas du tout présentes dans le paysage. Pour m'attarder un tout petit peu sur les gilets jaunes, il y a eu des traductions, il y a eu une loi, par exemple, pour répondre à l'urgence sociale et économique. On a vu arriver ça en décembre avec des mesures. Il y a eu l'organisation du grand débat. Il y a eu tout un tas de traductions. Mais nous, en novembre 2018, quand on a vu arriver les 40 propositions des Gilets jaunes structurantes de ce qu'ils voulaient et ce qu'ils ont transmis aux parlementaires, mais aussi sur leurs réseaux sociaux, etc., on a été estomaqués d'à quel point
ça collait à ce qu'on proposait depuis 2 ans. On a fait le travail à l'Assemblée nationale, un peu de comparaison de bon élève, et on s'est rendu compte que la quasi-totalité des mesures avaient déjà été présentées par amendement pendant les 2 premières années du mandat. Donc ça, c'était quand même assez frappant, avec à la fois une très forte attention à l'écologie, et là je pense en effet que ça va être structurant. Donc, contrairement à ce qui a été dit, vu que le départ de la mobilisation, c'était sur une taxe sur les carburants, une très forte attention à l'écologie dans leurs mesures, et notamment sous un angle écologie populaire, qui est le nôtre, qui est celui qu'on essaye de développer, c'est-à-dire une attention à comment les plus pauvres et les plus démunis vont subir, entre guillemets, les politiques publiques qui peuvent être favorables à l'écologie, c'est-à-dire comment lutter contre les passoires thermiques, comment aider les gens à se déplacer en polluant moins, etc. Évidemment, un angle de justice sociale et fiscale qui était hyper important dans leurs mesures et qui faisait là écho directement à des mesures de l'avenir en commun, la hausse du SMIC, la fin du CICE, les tranches d'impôts, etc. Je ne m'attarde pas, mais vous voyez l'idée. Et puis, une revendication qui est devenue structurante ensuite, dans la suite de la mobilisation. Là, je parle du RIC, évidemment, qui est une revendication démocratique. Donc, on s'était bien éloigné de ce qui était le début de la contestation, qui faisait quand même largement écho à notre 6e République, c'est-à-dire un changement démocratique comme base de tous les autres changements. Donc, même s'il y a eu ensuite... Enfin, le mouvement a aussi eu les défauts de ses qualités et qu'il s'est opposé... Enfin, lui aussi, il s'est heurté à un mur politico-médiatique hyper important. Je pense qu'il faut quand même garder en tête ces signes très positifs sur le fond qui ont fait l'année à venir. Ça, c'est pour replacer un peu le contexte dans lequel on est. On pourrait dire... Je pense la même chose, des mobilisations en faveur de l'écologie qui se sont multipliées, qui se radicalisent, entre guillemets, avec les jeunes qui se mettent en grève, avec des actions de désobéissance civile. Et là aussi, il y a des mouvements d'aller-retour avec notre organisation, puisque vous le savez, on vient de créer un espace, par exemple, des actions de désobéissance. Enfin bref, il y a un mouvement comme ça qui se fait. Ce qui nous attend maintenant, c'est la suite, c'est comment répondre à cette question stratégique qui nous rassemble aujourd'hui, comment prendre le pouvoir, pour donner une piste peut-être de réflexion collective. On a beaucoup parlé là dans les deux précédentes interventions, ont beaucoup parlé du populisme, qui est, je pense, un terme qu'on peut assumer, ou en tout cas comme base de la réflexion, qui est intéressant, si on le prend en effet dans le sens d'assumer une certaine conflictualité, de former un peuple, de former un nous qui s'opposerait à un eux qui représente ce qu'on veut combattre. En tout cas, sur l'importance de ce populisme, pour la suite de la stratégie, ce dont on a parlé, c'est la construction de la fédération populaire. Alors, je vais m'attarder un peu là-dessus, parce que ça a quand même fait pas mal parler, qui est un terme employé par Jean-Luc Mélenchon. Il faut quand même noter qu'il n'y a pas de jaillissement soudain de cette stratégie, mais que ça répond bien à quelque chose qui infuse depuis plusieurs années. Jean-Luc avait parlé de front du peuple, de front populaire, puis de fédération populaire. Donc ça fait un fil rouge. Disons que le constat, c'est l'implosion de certaines structures qui étaient mobilisatrices. Par exemple, les syndicats, qui, on le voit bien aujourd'hui, ne sont plus eux seuls, en tout cas, à même de porter la conflictualité au sein de l'entreprise, par exemple. Il en va de même pour la crise ce qu'on appelle la crise de la représentation politique, dont l'abstention est évidemment le meilleur symptôme. L'abstention aux européennes, qui est quand même le plus gros constat le plus grand enseignement qu'on doit tirer de cette élection européenne. On se dit que face à ça, les structures politiques traditionnelles, dont on fait partie finalement, ne sont plus à même eux seuls de répondre aux attentes des gens. Et donc la fédération populaire, c'est fédérer plus largement que ça, fédérer hors des temps électoraux et fédérer surtout sur des revendications précises, des revendications sociales et écologiques. Donc former un projet alternatif qui deviendrait majoritaire, avec toutes les bonnes volontés qui voudraient le porter, dont évidemment les organisations politiques, mais dont aussi les associations, les citoyens qui le souhaiteraient. On peut là prendre l'exemple d'une échéance électorale
particulière. Et là, c'est aussi, je pense, une divergence, c'est que les municipales sont un excellent moment d'application de cette stratégie-là. Élaborer un programme ou mettre en avant des propositions pour une ville, ça ne se fera pas avec l'addition, encore une fois, des logos et des partis. Ça se fera bien plus largement pour que ce soit réellement fédérateur. Donc, on peut prendre l'exemple de la Fédération populaire sur une échéance électorale, mais aussi sur des revendications particulières. Et là, il faut vraiment penser hors temps électoral si on veut penser la pérennisation de notre organisation. Et là, sur des actions concrètes, on pense évidemment à ADP. Comment faire ensemble au quotidien sur des mots d'ordre comme ça. Je termine, parce que tous les deux, vous en avez parlé, sur la question qui est à mon avis centrale de la crédibilité, évidemment. Alors nous, on se sent prêt à prendre le pouvoir. C'est l'objet de cette conférence. Il faut que les gens aient envie de nous confier les clés du camion. Et donc pour ça, il faut qu'on réussisse à nous aussi imposer notre évidence, c'est-à-dire que le macronisme, s'il est minoritaire, a quand même réussi à imposer son évidence de réponse politique. Le soi-disant pragmatisme, la pertinence par rapport à l'économie, etc. Il faut que nous, on réussisse à imposer notre évidence et à construire la crédibilité. Je pense que on s'y prépare sérieusement. Alors, moi, je dis ça du point de vue, par exemple, de l'Assemblée, où, croyez-moi, ils nous ont pris tout un temps pour des sacrés rigolos, quoi, et où on a eu à construire notre crédibilité au fur et à mesure, où ils ont vu qu'on était ceux qui déposaient le plus d'amendements, ils ont vu que nos parlementaires lâchaient rien dans l'hémicycle alors qu'on n'était que 17, ils ont vu qu'on arrivait à suivre tous les travaux proposés dans l'institution, les commissions, etc. Et ça, c'était quand même hyper important et c'était un défi de taille où on était attendu au tournant et je pense qu'on l'a très bien fait. Pour les symboles, tu parlais, Lénie, de la cravate. Moi, je pense au contraire que c'était très important parce que pour l'avoir vécu, on est arrivé dans cette institution qui est écrasante par sa rigidité, les normes. Alors, le grand truc, c'est les usages. Alors, tout est d'usage. Alors, nous, on ne connaissait pas les usages, donc tout le temps, on passait un peu pour des décalés, quoi. Mais je pense que c'était hyper important de casser la forme pour imposer notre fond et nos méthodes de travail. Et je pense qu'on a bien réussi à le faire. Ça, l'Assemblée, c'est un exercice quotidien d'institutionnalisation. Je pense que c'était assez important. Après, je te rejoins, par contre, sur conquérir l'État, quoi, et l'importance de ces réseaux-là. On s'y emploie avec différentes initiatives, mais donc c'est fondamental, en effet, d'avoir des réseaux de hauts fonctionnaires, d'infuser dans les administrations, pardon. Et ça reste quand même difficile, notamment parce qu'il y a toujours un stigmate de la France insoumise. Enfin, pour l'expérimenter, moi, professionnellement, ça n'est toujours pas neutre pour la suite d'une carrière. Et donc, on a beaucoup de gens qui nous aident, mais qui nous aident sous couvert d'anonymat, etc. Et ça crée des contraintes que n'ont pas d'autres forces politiques. Je m'arrête là. Je vous repasse éventuellement la parole rapidement, ou on échange tout de suite. En échange, ça marche. Merci. Alors, on va prendre une suite de questions. Et puis, on tente d'y répondre. On est largement hors délai, mais voilà. Essayez de condenser vos interventions pour qu'on puisse en prendre plein. Vous distribuez la parole ? Vas-y. Une femme, un homme, une femme, un homme. Oui. Merci. Et bonsoir. J'avais une question, j'avais plutôt une remarque sur la crédibilité, parce que je pense que c'est vraiment l'essentiel, parce que quand on regarde comment est perçu le mouvement, il y a toujours, tu parlais d'options risquées, oui, c'est une option risquée, et ça est toujours perçu comme ça. Il y a aussi une façon d'avoir été enfermé dans une espèce de radicalité. Enfin, radicalité, je le sens dans le côté péjoratif, on ne va pas faire de l'histoire et tout ça, mais du côté aussi extrême gauche.
C'est-à-dire qu'il y a parfois, quand on entend à la télévision des journalistes politiques qui interviewent les gens de la France insoumise, qui leur disent « vous, à l'extrême gauche », et ils ne réagissent pas. Et ça, déjà, je trouve que c'est dangereux. Voilà. Pas tout le temps, c'est par moment. Mais à force de le faire, des fois, ça passe, et ça passe. Donc je pense qu'il faudrait être très sévère là-dessus pour dire que ce n'est pas un mouvement d'extrême gauche, ça rejoint, il y a des passerelles avec certains mouvements, mais ça va aussi chercher, c'est un mouvement quand même qui est beaucoup plus global. Voilà, c'est ma première remarque. La deuxième remarque que je ferai remarquer sur la crédibilité, je la ferai remarquer par rapport à tous les ateliers qui ont eu lieu pendant 3 jours ici, il n'y a pas un atelier sur l'entreprise. Et ça, je trouve que c'est très très dommage. Il n'y a pas d'atelier sur l'entreprise. Et il n'y a pas un mouvement de fond qui se fait en France, et vous pouvez regarder toute l'histoire, même si vous prenez les sans-culottes, les ateliers municipaux en 48, ou tout ça, ce sont toujours des mouvements de commerçants et d'entrepreneurs. Et ils sont où ceux-là? Ils ne sont pas là. Donc si demain vous voulez passer le plafond de verre, il faudra aller chercher ces gens-là, et faire des propositions pour ces gens-là, quoi. Et la troisième stratégie qui me paraît être la bonne, c'est-à-dire que comment Macron arrive à avoir le pouvoir avec une idéologie minoritaire, c'est-à-dire qu'il arrive à cliver les gens. Il arrive à cliver les chômeurs contre ceux qui travaillent, le public contre le privé. Enfin, c'est la même musique, Sarkozy faisait la même chose, etc., etc. La musique, on la connaît. Pourquoi ne pourrait-on pas aller cliver chez les patronats? Il faut aller cliver chez le patronat. Bien sûr, on parle toujours dans la rhétorique des 9 qui partent, des 9 milliardaires et tout ça. Mais les patrons, c'est des milliers et des milliers de personnes. Le jour où nous aurons des gens qui seront avec nous et qui diront « mais ces gens-là sont économiquement valables », je pense que les gens seront rassurés et pourront enclencher sur un vote avec nous. Voilà. J'en prends plusieurs et vous répondez. Au moins une deuxième. Je vais rebondir tout de suite sur ce que vient de dire monsieur. Je partage totalement son avis. L'AFI est très facilement positionnée dans un discours anticapitaliste, comme toute la gauche. Mais moi, j'en ai marre de dire anti. Je voudrais savoir, c'est quoi notre modèle économique à la place, notre modèle d'entreprise, notre manière de produire des richesses. Et au lieu de courir à la répartition des richesses pour réduire les inégalités, je voudrais que les inégalités, on ne les produise pas. Pour ne pas les produire, les inégalités, il faut transformer le modèle économique de production. Il faut transformer la gouvernance de l'entreprise, et là-dessus, finalement, on ne nous entend pas tant que ça. C'est quoi notre modèle économique alternatif? Je pense que là, on a vraiment une voie dans laquelle il faut s'orienter. Je voulais dire également sur la crédibilité, on est très proche dans nos opinions, effectivement, de ce que pensent les Gilets jaunes, des revendications sur le RIC, mais n'empêche, les Gilets jaunes, ils ne veulent pas de nous. Je me suis beaucoup impliquée dans les manifestations de Gilets jaunes, ils ne veulent pas plus de l'AFI que d'autres choses, hein. Alors, avec beaucoup de patience, de temps, de même qu'ils ne veulent pas des syndicalistes, on arrive à communiquer, à faire passer des choses, mais néanmoins, on est rejeté, on fait partie de la vague qu'on dégage, qu'ils dégagent, ils nous dégagent aussi. Et une des raisons, à mon sens, pour laquelle ils nous dégagent aussi, c'est que notre projet de 6e République, mais où est-ce qu'on le porte aujourd'hui? Qui fait les ateliers constituants sur la 6e République? Ce n'est pas l'AFI, ce sont les Gilets jaunes. Sincèrement, là, moi, les bras m'en tombent, hein. Et si vous saviez le nombre de sympathisants FI que j'ai croisés dans les manifestations de Gilets jaunes, qui étaient des militants FI, qui ne le sont plus, qui sont des déçus de l'AFI, qui en quelque sorte ont baissé les bras et disent « je préfère militer avec les Gilets jaunes qu'avec l'AFI parce que dans l'organisation de l'AFI je ne m'y retrouve plus », parce que ce qui était pour moi le centre, c'est-à-dire construire cette citoyenneté, ce mouvement horizontal, eh ben, voilà, on ne l'a pas. Et dernier point, il y a un autre mouvement social qui est très fort et qui correspond à une colère très forte, et l'AFI revendique vouloir capter les colères, c'est la colère des femmes. Depuis plus de 2 ans, enfin depuis plusieurs années, dans le mouvement MeToo, Balance ton porc et maintenant nous toutes, cette revendication de lutte contre les violences faites aux femmes. Ça fait maintenant quelques temps que je suis dans l'AFI et que j'essaye de dire il nous faut un projet de loi là-dessus, c'est moteur. En fait, on passe à côté complètement de cette colère-là. L'AFI n'est pas identifiée comme un mouvement féministe et c'est bien dommage.
Merci. Je vous parle depuis une expérience de militance de plus de 50 ans. Hein. Voilà. Et ce que je veux vous dire, c'est que je suis un peu étonné que, face au titre de cette conférence, qui était la prise de pouvoir, il n'y a pas une seule réflexion sur qui est le sujet de la prise de pouvoir. Et il est apparu, tout comme ça, parce qu'il n'y a pas eu de réflexion là-dessus, que le sujet de la prise de pouvoir, c'est la FI, en tant que mouvement ou organisation. Et tandis que si on avait posé cette question-là, on se serait dit, le sujet de la prise de pouvoir, c'est le peuple organisé. Et dans ce cas-là, notre proposition, c'est de comment on peut accompagner, en tant qu'organisation et que mouvement, le processus historique qui peut amener à ça. Donc, c'est ça, disons, une critique, hein, une sorte d'intellectualisme d'état-major qui fait qu'on ne descend pas à la question essentielle qui est celle des conditions pour une prise de pouvoir, de celle que je fais allusion, qui passe essentiellement pour qu'il y ait un développement de la conscience populaire dans ce sens. Et les Gilets jaunes ont prouvé qu'ils sont conscients de ça. Et que eux, dans leur mobilisation et dans leur discussion, ils se posent le problème de comment ils peuvent accéder à avoir un mot à dire dans l'organisation de la société, et ça passe par le pouvoir. Évidemment, nous, en tant qu'organisation, on va participer à une prise de pouvoir, par la voie électorale, probablement, mais si ça échoue, et ça peut échouer, hein, quel est notre objectif? Plus loin que ça, notre objectif stratégique dans la lutte anticapitaliste et anti-néolibérale. C'est ça. C'est comment potentialiser la capacité du peuple pour s'approcher à une prise de pouvoir. Merci. Tu veux en prendre une dernière pour en rater peut-être? Merci à Rémi et Lénie pour leurs observations très très justes pour certaines, avec lesquelles je suis tout à fait d'accord. Je vais juste me permettre d'apporter un éclairage sur un aspect, je pense que vous n'avez pas assez intégré à vos réflexions. C'est que, selon moi, la période actuelle, elle est marquée par une profonde instabilité de la normativité globalement, c'est-à-dire du consentement à l'autorité d'une façon générale. Et pourquoi? Et là, c'est peut-être un défaut professionnel de juriste, mais ça, pour moi, ça a beaucoup à voir avec le fait que, alors par exemple, Rémi, tu es sociologue des partis, tu as l'habitude d'analyser le débat et la conflictualité des partis dans un ordonnancement juridique donné, dans un cadre donné de règles électorales, accepté par les partis, par les acteurs. Pour moi, la marque de la période, c'est que la règle fondamentale constitutionnelle, celle qui est censée ne pas faire partie de la délibération, mais à l'inverse, permettre la délibération, est contestée. C'est ça, là, pour moi, la marque de la période. Et il y avait des traits, pour moi, qui étaient très, très importants. Par exemple, pendant l'affaire du mouvement El Khomri, le fait que la contestation de la loi travail, clairement, aborde la question du 49.3 proprement dit pendant le mouvement avec des manifs de syndicalistes devant l'Assemblée qui dit non au 49.3, c'est-à-dire non à un article de la Constitution, c'était quelque chose que personnellement je n'avais jamais constaté dans ma vie militante et qui montre qu'on rentre dans des périodes très troubles parce que si vous n'avez pas de piédestal, enfin si vous n'avez pas de socle sur lesquels organiser la conflictualité, c'est le chaos en fait. C'est le chaos, c'est la violence. Et c'est ça la période dans laquelle, je crois, nous sommes, ce qui nous oblige, en tant que génération militante, en tant que mouvement politique, parce que nous savons très bien qu'on peut basculer dans quelque chose de très violent, de très noir, voire fasciste, ou alors nous-mêmes créer les conditions d'une issue lumineuse
positive, stable, ordonnée. Et il me semble que c'est là que peut-être les interventions de Lénie et peut-être la tienne, Rémi, manquaient de précision. C'est-à-dire que, et d'ailleurs l'exercice en fait, je pense que ce qu'a fait la France Insoumise depuis la présidentielle, là aussi, manquait de précision sur ce point. C'est-à-dire qu'en fait, nous n'avons pas, la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, n'a pas d'intérêt distinct de celui du peuple français qui cherche les voies de sa souveraineté. C'est-à-dire qui cherche les voies pour être un peuple politique, c'est-à-dire un groupe d'êtres humains qui exercent effectivement ensemble la souveraineté politique. Voilà. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas par où ça passe. Les élections, ça ne sert à rien. On vote, les mecs, ils nous trahissent. Bon. C'est sympa, on a des copains maintenant qui sont députés, etc. Bon, c'est super. Mais globalement, il ne faut pas prendre les gens pour les idiots. Les gens ont compris qu'à part la présidentielle, parce qu'elle concentre tous les pouvoirs, tout le reste, il y avait quand même un côté très mascarade, quoi, en gros. On a essayé le syndicalisme. Pour les retraites en 2010, on est 3 millions, 4 millions. Et ça ne marche pas. On a là, les gilets jaunes, c'est un degré de détermination plus forte quand même, beaucoup plus forte que le syndicalisme. C'est plus des manifs tranquillettes et quand c'est 18h, on rentre à la maison. C'était plus offensif. Et bien même ça a marché en partie, c'est vrai. Il y a des victoires qui ont été obtenues que le mouvement syndical lui-même n'a pas obtenues depuis longtemps. Mais quelque part, on est aussi face à un mur. Donc ce système, la monarchie présidentielle, c'est un mur. Et notre fonction historique, et c'est ça, je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est être le truchement et la médiation, voilà, par le voie de laquelle on arrive à abolir le régime, pas par effet destructeur en soi, mais par la création de quelque chose de nouveau qui ne se décrète pas, mais qui se suscite au quotidien dans la lutte, voilà, le discours, l'action de terrain, etc. Alors, le fait de centrer la bataille et le discours là-dessus règle plein de problèmes, selon moi. Premièrement, la question sociologique. Parce que ça, c'est un discours récurrent à la France Insoumise et à gauche. C'est-à-dire, comment on fait pour parler aux dégoûtés, les abstentionnistes, vote blanc, ceux qui ne sont même pas inscrits, et aux catégories intellectuelles de gauche, qui sont au contraire très éduquées sur les questions écologiques, sociales, etc. Comment on fait pour parler aux deux? Et on n'arrête pas de me dire, mais Raquel, c'est pas possible de parler aux deux. Je suis désolée, il y a un point de jonction, c'est la démocratie. C'est la démocratie. Parce que celui qui est expulsé de la démocratie parce qu'il est dégoûté, il a le même intérêt et la même analyse que la personne qui va voter systématiquement, mais qui n'en pense pas moins. Qui en pense pas moins. Et donc là, c'est la question de, comment dire, il faut... C'est la réserve que j'ai d'ailleurs, et je me permets de le dire, sur cette idée de fédération populaire. Clémence, parce que je pense qu'il faut arrêter de parler de contenant. Il faut dire, il faut unifier, il faut arrêter de dire on va unifier, on est pour l'implication. Tout le monde est pour l'implication, le problème c'est que sur le terrain, les gens ne sont pas impliqués. Donc arrêtez de nous dire qu'on est le grand mouvement pour l'implication. On n'est pas fédération. Arrêtons de parler du contenant. Donnons la ligne qui unifie. La ligne qui unifie, c'est, es-tu membre d'un peuple souverain? Es-tu d'accord pour faire patrie avec moi? Es-tu d'accord pour écrire ensemble des nouvelles normes? Oui, allons-y, faisons. Voilà, faisons. Et c'est comme ça, je pense qu'on résout les problèmes de stratégie, on résout les problèmes d'image, de crédibilité. Moi, tu vois, Lénie, je trouve, à l'inverse de toi, que la période que nous venons de vivre, là, elle a été marquée, selon moi, je vais utiliser un mot très, très, très méchant et très péjoratif pour les copains, mais pour moi, il y a eu du crétinisme parlementaire. C'est-à-dire qu'en fait, comme on n'a pas organisé ce mouvement inventé, qu'on n'a pas inventé le mouvement au lendemain de la présidentielle, on a dit qu'on allait... Tu as bien décrit la rédaction du programme et c'était lumineux, cette façon de faire. Elle a été décisive pour la suite. Mais après, au lendemain... on n'a plus rien fait de la sorte. Et du coup, on a concentré toutes nos forces sur l'Assemblée, où on a fait un excellent travail, mais du coup, pour moi, ça nous a ramené à quoi? On lève la main, tiens, on vote avec les PS, tiens, on vote avec le Parti communiste, et on s'aperçoit en fait qu'on est dans un rapport de force interne à la Ve République, dans le jeu interne à la Ve République, à faire des choses avec la gauche, et du coup, naturellement, la gauche, elle commence à dire, tiens, si on faisait pas les choses ensemble, oui, tous les jours, on est ensemble avec Olivier Faure et tout ça à l'Assemblée. Pardon, ça concerne les 17 camarades et vous, les assistants parlementaires. Mais nous, là, tous les autres dehors, on n'est pas au quotidien avec le PS. Nous, on est au quotidien avec des gens qui détestent le PS. Voilà. Et qui...
qui ne veulent plus entendre parler de ça. Donc, c'est pour ça que, comment dire, cette histoire gauche, pas gauche, moi je pense que la majorité des gens, enfin de mes interlocuteurs au quotidien, ne se latéralisent pas comme ça. Et c'est ce que je constate. Ils ne se latéralisent pas comme ça au quotidien. Et je pense qu'on a fait la démonstration à la présidentielle qu'en étant très ferme sur le programme, on avait la gauche avec nous. Je pense que ça n'empêche pas d'être très flexible sur les symboles. Et même au-delà de flexible, je dirais quelque chose de plus précis, qui c'est d'utiliser le ressort profond qui existe en France, autour de Léni l'a dit, la Révolution française, le drapeau, la souveraineté, la Marseillaise, etc., sont des ressorts puissants d'empathie. Ça, je pense que ça a marché. Pourquoi? Parce que dans la société que nous vivons, qui est très destructrice, très atomisante, c'est anticapitaliste d'avoir une empathie patriotique. C'est anticapitaliste puisque je t'aime, t'es mon compatriote, je m'occupe de toi, je te connais pas, donc c'est anticapitaliste. Voilà, je pense que ça c'est quelque chose sur lequel il faut, continuer de creuser, et je suis déjà trop longue, donc j'arrête. Mais effectivement, voilà. Je termine juste sur un mot sur l'écologie. Parce que l'écologie, institutionnellement, on va commencer à l'entendre, la meilleure solution pour préserver l'environnement, c'est une dictature. D'accord? Puisqu'on fait tous chier les acteurs, les individus, à vouloir abîmer. Donc, institutionnellement, la dictature est la meilleure façon d'arriver sous 12 ans à un changement de protébo. Donc, nous devons être les inventeurs de cette idée de souveraineté écologique en disant la raison pour laquelle l'écosystème est détruit, c'est parce que l'intérêt privé prime sur l'intérêt général. Donc il faut remettre cette hiérarchie holistique de l'intérêt général sur l'intérêt privé, mais ça passe par la constitution de règles, la constitutionnalisation d'un droit, un écosystème qui permet la vie humaine. Et tout ce qui est contraire à ça, c'est illégal. Voilà. Très à la bourre. Ouais. Je réponds très vite. On est hyper en retard évidemment, mais parce que c'est intéressant. Je suis navrée parce que on va laisser réagir les deux intervenants extérieurs. Donc je sais que ça suscite des frustrations, mais les discussions peuvent continuer ce week-end. Je laisse la parole à Léni tout de suite. Ouais, je vais très rapidement, je vais essayer d'aller très vite. Tu as dit quelque chose qui me semble particulièrement pertinent, tu as abordé aussi. Il y a un théoricien qui s'appelle Nikos Poulantzas, qui est un théoricien marxiste assez gramscien, qui a écrit notamment sur l'État. Il dit quelque chose de très juste. Il dit que l'État essaye de générer de la cohérence en haut et de l'atomisation en bas. Le rôle d'une force qui veut s'emparer du pouvoir d'État est de générer de la cohérence en bas, une forme d'homogénéité, et de l'atomisation en haut. Donc ce qui implique d'avoir une stratégie pour atomiser en haut, donc pour au moins les diviser et appuyer sur des lignes de fracture. Ce que tu dis sur la question de... C'est tout à fait possible d'avoir un discours populiste et un discours d'opposition entre les petits et les gros dans le milieu de l'entreprise, pour opposer les petites entreprises aux multinationales. Et c'est quelque chose qui marche. C'est quelque chose qui marche très très bien, qu'on entendait en particulier sur les gilets jaunes. Et moi, je considère que c'est vraiment fondamental, c'est très important dans une stratégie d'élargissement sociologique. Ensuite, et je veux lier à un autre aspect, c'est que Emmanuel Macron, il a réussi quelque chose de très fort, c'est qu'il a tué les Républicains. On est dans une nouvelle situation politique où il a généré de la cohérence en haut, de façon extrêmement forte. Et avec des tensions évidemment, parce que du coup il n'y a plus d'alternative à l'intérieur du système. LR a été exécuté aux dernières élections, il s'était occupé du PS en 2017, dans le bloc néolibéral central oligarchique, il ne reste plus aucune alternative à Emmanuel Macron. Ça provoque une rigidification, et lui son rôle, et il s'en est servi au moment des Gilets jaunes avec la rhétorique du parti de l'ordre, c'est de générer de la cohérence en haut, de faire flipper ceux d'en haut contre ceux d'en bas. Donc à partir de ce moment-là, il va y avoir plusieurs scénarios possibles. Qu'est-ce qui peut se passer? Soit Emmanuel Macron gagne et continue à générer de l'atomisation en bas, ce qu'il arrive à faire. Donc le bloc, on va dire le populaire, est divisé en trois grandes entités. Dans l'électorat de la France Insoumise, d'une part, dans l'abstention et dans l'électorat du Front National. À partir du moment où on a ce phénomène de polarisation, il va y avoir des tensions pour unifier en bas. La question, c'est qui va le faire? Qui va le faire et sur quelle base surtout? Donc on a un vrai problème, et je pense que ça, il faudra en parler, c'est que
Il faut tuer le Front National qui gèle une partie énorme de l'électorat populaire. Et si on ne s'attache pas à le faire, c'est impossible de prendre le pouvoir en France. Et si ce n'est pas une force qui porte des idéaux de justice sociale, de démocratie, d'écologie qui le fait, soit vous aurez une force issue de l'extrême droite qui dépassera le Front National, qui sera quelque chose réactionnaire mais très large, soit vous aurez un truc à la sauce 5 étoiles, parce que ça peut prendre en France. Enfin, les acteurs ne sont pas forcément là, mais la situation bouge très vite. Qui aurait pu prédire les Gilets jaunes auparavant ? Personne n'aurait pu dire que ce truc pouvait avoir lieu. Donc ça, c'est possible. Et soit vous avez un élargissement très fort à partir d'un discours transversal à gauche qui morde sur tout l'électorat populaire et qui brasse très large. Mais donc ça implique aussi une dose de conflictualité avec le haut et en même temps une stratégie pour diviser le haut. Donc on est dans cette configuration-là désormais. Avec Emmanuel Macron qui a réussi cette opération, la situation est d'autant plus dangereuse. Elle est d'autant plus dangereuse et c'est à ça qu'il faudra s'atteler. Non, c'est pas sa faiblesse. Il a pillé l'électorat des retraités à LR qui votent à toutes les élections. Il est tranquille. Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Raquel. Donc, il a dit la période est marquée par une instabilité du consentement. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ça va bien au-delà de la question du régime. C'est-à-dire que, et c'est pour ça, à mon avis, c'est l'énigme de pourquoi la France Insoumise n'a pas tiré parti politiquement des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ils ne veulent pas un autre régime. Ils contestent la représentation politique. Or, la France Insoumise est dans le cadre intellectuel de la représentation. C'est pour ça que, moi, c'est comme ça que j'explique le fait que les Gilets jaunes, finalement, comme tu l'as dit, la perception qu'ils ont de la France Insoumise, au corps défendant, c'est que c'est une force politique comme les autres. Parce que c'est une force politique qui joue le jeu des élections, qui veut être élu après la présidence de la République. Or, aujourd'hui, ce qui travaille la société française, une partie de la société française, mais à la fois chez les intellos, on l'a vu avec Nuit debout, comme chez les milieux populaires avec les Gilets jaunes, c'est une remise en cause du principe même de la représentation politique. Et alors là, qu'est-ce qu'a à dire la France Insoumise là-dessus ? La France Insoumise est un mouvement fondé sur la démocratie représentative. Le modèle de la 6ème République, et à juste titre d'ailleurs, le modèle de la 6ème République, c'est un modèle qui ne sort pas de la démocratie représentative. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une telle défiance politique dans la société qu'elle en vient à contester la représentation politique elle-même. C'est l'aspect nihiliste aussi, il faut le dire, des Gilets jaunes. L'absence de débouchés politiques des Gilets jaunes. Donc, c'est ça l'analyse qu'il faut faire, à mon avis. C'est-à-dire qu'il faut aller... La réponse, je suis d'accord avec toi, la réponse, effectivement, c'est sans doute de remettre sur l'agenda la question institutionnelle, mais les Gilets jaunes veulent aller au-delà de la question institutionnelle. Et c'est ça qui est aussi inquiétant, faut être clair. C'est ça qui a créé les impasses et les apories des Gilets jaunes. Quand on lit, et c'est hyper intéressant, les rencontres qui ont eu lieu dans la Meuse, etc., vous avez lu les textes ? C'est le retour à une forme de libertarisme et d'anarchisme. C'est le rejet de la représentation politique. Qu'est-ce que la France Insoumise dit à une partie de la société qui refuse le jeu représentatif ? Et c'est pour ça que, quand j'ai dit tout à l'heure que la France Insoumise était un mouvement présidentiel, on est d'accord, il faut gagner les élections. Mais d'un certain point de vue, la perception d'une partie du peuple, c'est de dire que la France Insoumise est un parti du système, parce que c'est un parti qui veut l'élection présidentielle, et que une partie de la société refuse ce jeu-là. Donc, et là, la France Insoumise est un peu démunie. Alors, je voudrais juste répondre brièvement à ce qui a été dit par rapport à ce que dit Léni, qui m'interpelle sur un certain nombre de points. Quand tu dis la France Insoumise ne doit être le porte-voix institutionnel des luttes plus que les encadrer. Est-ce que la France Insoumise peut ne pas être dans les mouvements sociaux ? Mais la France Insoumise prétend aussi participer à l'auto-organisation. Je ne comprends pas bien ce que tu attends, parce qu'il y a d'un côté une aspiration à la conflictualité, à la volonté d'organiser la société, de créer quand même les cadres de cette organisation, et en même temps, tu nous dis que finalement, la France Insoumise ne peut pas être trop impliquée, ou alors j'ai pas bien compris, dans les mouvements sociaux. C'est compliqué, hein. Alors, enfin, troisième point que je voulais aborder, c'est la question de la crédibilité. Bon, d'accord qu'il faut être crédible, mais en même temps, quand tu as dit, Léni, qu'il faut démontrer que c'est une option qui n'est pas risquée, mais elle est risquée, l'option de la France Insoumise. Qu'est-ce que propose la France Insoumise ? Et à juste titre, c'est une remise en cause radicale de la société. Si, à un moment donné, une partie des citoyens pensent que ce n'est pas risqué,
la France insoumise va perdre aussi d'un autre côté. Il y a des gens qui aspirent à ce que les choses changent, et aujourd'hui, les choses doivent changer. Donc là encore, il y a une dialectique qui est très compliquée, c'est-à-dire de dire à la fois, il faut crédibiliser, mais en même temps, il faut... Je pense que ce qui fait aussi la force de la France insoumise, par rapport à ce qu'était devenu la gauche, c'est aussi de porter un projet radical. Et par contre, de convaincre que la seule solution au problème aujourd'hui, ce sont des réponses radicales. Et puis, dernier point, Clément, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'ancrage local de la France insoumise. Hein. J'ai juste dit qu'il y avait un modèle organisationnel. J'ai pas parlé. Il y a un ancrage. Mais il n'y a pas... Oui, mais moi, je suis absolument convaincu que les réponses doivent être radicales. Voilà. Merci. Merci beaucoup de votre attention. Merci.